Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de 3 autres podcasts, Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La Reco de FabFlow qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant 1 heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Cyrus North, qui est créateur de contenu vidéo, notamment sur YouTube, et aussi ce qu'on appelle un vulgarisateur dans le domaine de la philosophie depuis 2013. Dans cet épisode, il nous raconte comment il était tout seul à regarder les fourmis dans la cour de récré, la rencontre de cet ami aussi chelou que lui en primaire, comment il a décidé de se lancer dans la vulgarisation en philo et comment il a petit à petit pris la confiance de s'éloigner de la pensée des philosophes pour l'appliquer à ses propres situations de vie personnelle. On parle aussi de la façon dont il a créé sa communauté tout seul, sans trop de gros coups de projecteur, ou sans avoir sorti de vidéos sur sa chaîne qui ont fait des millions de vues. Bref, on passe en revue de très nombreux sujets. J'espère que la discussion vous intéressera autant qu'elle m'a passionné moi. Tu sais de quoi on va parler ? De succès, non ? De ta vie, de ton œuvre. Là, ça tourne, là, déjà ? Bah oui, mais moi je tourne toujours, tu sais. Ah là là, ça... Mais il faut tourner, enfin tu connais le truc, non ? Faut Est-ce tourner que ça tout tourne le temps. depuis 2 heures ou pas ? Parce qu'on s'est dit beaucoup de choses. Non, je tournerai pas contre ton gré. Ok. Non, je suis pas comme ça. Le mec qui dit j'ai un podcast insider. Depuis que t'es rentré chez moi, ça tourne. Tu sais que, en vrai, donc je te l'ai pas dit, donc je te le dis maintenant que ça tourne. Ouais. Je suis dégoûté que tu m'aies invité Ah ouais ? à Histoire de succès, ouais. Mais pourquoi ? Parce que, dans ma tête, ça veut dire que ça y est, quoi. C'est un succès. Ah. Tu vois, et j'ai pas envie, je crois. C'est-à-dire que j'ai envie. Ok. Dans ma tête, c'est censé venir plus tard. Tu vois, dans ma tête, je suis pas encore à un point où moi je me dis c'est vraiment le succès que j'imagine dans ma tête ou quoi. C'est quoi le succès que t'imagines dans ta tête ? Parce que si tu reviens au Cyrus d'il y a 5 ans, Ouais. il est là, yes, c'est le succès mon pote, s'il te regarde maintenant. Non, il dirait, je pense, ah, t'es en bon chemin, mon pote. Ok. Tu vois ? Non, je pense que le succès, ce serait d'avoir 0 stress sur et si ça marche pas, et si je me foire, et si machin, tu vois. Tu crois qu'un jour ça arrivera dans ta vie ? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'avoue que c'est ça. Ça n'arrivera pas. Bah, je sais pas, je me dis que. Si t'as aujourd'hui du stress, pour faire en sorte que ça arrive, Ouais. je crois qu'il y a aussi une partie de toi qui te crée ce stress-là pour faire en sorte que t'avances. Bien sûr. Et le jour où tu l'as plus, Mais tu penses pas qu'il y a un moment où genre tu peux avoir un stade où tu sais genre t'as une folle maison, une folle famille, t'es trop bien c'est ça pour Tu toi vois, le succès. et t'as écrit ou sorti, je sais pas que ce soit des vidéos ou un spectacle ou un livre ou n'importe quoi qui vraiment a un impact et t'es là et genre t'es bon bah vas-y maintenant tout pourrait s'effondrer. Enfin déjà ça pourrait pas s'effondrer parce que tu vois genre tu vois j'ai ma famille, ma maison, ma machin, enfin c'est des trucs que j'ai accomplis, que j'ai et que tu vois genre Ok. tu vois c'est là que je te dis j'aimerais bien arriver à ce stade là. Ok. Voilà, c'est ça pour moi le succès. Mais tu crois pas que le jour où tu sors un spectacle qui cartonne, Ouais. il y a un moment donné où tu vas arrêter de le jouer. Et donc les gens vont se dire, vivement son deuxième. Oui, mais après il y a ce que les gens se disent, est-ce que toi est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce Ok. que j'ai besoin de le faire. Pour moi le succès c'est t'as plus besoin de le faire entre guillemets, c'est-à-dire que t'es accompli, tu vois. Et je pense que c'est peut-être que je suis utopiste, mais je pense qu'il y a des gens qui arrivent à ça. Tu vois. Oui. Et c'est pas tant une question de niveau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont moins que ce que j'ai et qui arrivent déjà à ça. Ouais. Mais et vice versa, il y a des gens qui ont beaucoup plus et qui n'ont pas Oui. encore comblé ce truc. Donc, mais je pense que ce succès c'est ça, c'est réussir à remplir son tonneau. Tu vois, si on imagine parce que tout ça c'est l'ego, hein, mais imagine l'ego comme un tonneau Ouais. vide.
c'est tu remplis ton tonneau. Alors après, il y a des tonneaux qui sont percés, etc. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Voilà. Mais c'est en tout cas avoir un niveau acceptable dans ton tonneau ou bien détruire ton tonneau. Ah ouais, carrément. Voilà, t'as deux manières, tu vois. Soit tu t'as plus d'ego, soit tu satisfais ton ego assez pour te dire, voilà, là j'ai réussi, tu vois. Là, le fait que je t'invite dans Histoire de succès, t'es là, mec, reviens dans quelques années, le tonneau, il est pas assez plein, quoi. Voilà. Il y a une partie de moi qui ressent ça, tu vois. Bah, on reviendra, en fait. Mais avec grand plaisir, on le refera. Et en fait, c'est l'une des questions que je me pose aussi, c'est que tu sais que je capte Mais on entend une musique, non? Je capte la musique, je capte la FM avec ces putains de micros. C'est par là. Ah, c'est ouf. Ça me saoule quand ça fait ça. C'est incroyable. Je crois que je vais le laisser. D'habitude, je le coupe et tout. Bon, problème de radio réglé. C'est la première fois que je vous en fais profiter, mais ça m'arrive assez régulièrement. C'est fou, je pensais pas qu'on pourrait ressentir les ondes FM. Dans ce canapé, où c'est la première fois que ça m'arrive aussi. Hein. Pourtant, ça fait des bails que j'enregistre des trucs. T'imagines toutes ces ondes qu'on voit pas? Enfin, à chaque fois, ça me rend dingue quand j'y pense. Enfin bref, ok, vas-y. On parlait de détruire l'ego et tout. Oui, en fait, c'est l'un des trucs aussi, moi, c'est que je compte bien revoir mes invités quelques années plus tard, parce que je trouve que ce qui est intéressant à un moment donné, quand on a fini, parce que là, on va parler de ton enfance et tout, mais ce qui est intéressant après, c'est, ok, 3-4 ans plus tard, où est-ce que t'en es par rapport à la fois passée? Ça se trouve, ça sera l'échec. Bah, tu vois? Oui. Tu vois, en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'échec? Tu vois, c'est pareil, c'est la même chose que ce que tu dis, toi, c'est par rapport à ton ambition perso, là. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a un peu de deux ou enfin en tout cas là j'en vois deux images du succès. Il y a l'image qui est entre guillemets celle qu'on donne dans la société, quoi, un peu l'image un peu toute faite, tu vois, qui a du sens aussi, hein, tu vois, qui est la première image à laquelle on pense quand on lit d'ailleurs Histoire de succès. C'est celle-là. On pense à, ok, c'est des gens qui réussissent dans leur domaine. Tu vois, ça peut être soit via la notoriété, ça peut être via des accomplissements, ça peut être via de l'argent, ça peut être pour plein de raisons, tu vois, plein de critères. Donc ça, c'est une première notion. Et la deuxième notion, c'est le succès personnel. Et donc c'est un peu une forme de différence entre réussir dans sa vie et réussir sa vie, tu vois, un peu. Donc effectivement, quand je te dis, ça se trouve, ça sera un échec. C'est par rapport à cette première notion de succès, tu vois. Bien sûr, après l'échec à titre personnel, c'est beaucoup plus complexe, tu vois. Je sais même pas à quel point c'est possible. Tu vois, ça dépend ce que t'en fais, en fait. C'est parce que même si t'as une couille et que t'en fais quelque chose ou un apprentissage, etc., c'est jamais vraiment un échec. Je crois que la plupart des succès, enfin, c'est un peu ce qui se passe dans mes podcasts en général. La plupart des succès, ils passent par des échecs aussi. Ouais. Et ça dépend ce que t'en fais. Exact. Il faut parfois toucher le fond pour mieux rebondir. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de cette intro qui change. Tu vois, je crois que c'est la première fois que j'ai un de mes invités qui me dit je suis dégoûté d'inviter dans ton podcast d'Histoire de succès. Ouais, j'ai pensé, je me suis dit que j'allais te le dire. Alors déjà... Attends, je me permets juste une parenthèse, parce qu'en fait, tu sais, genre j'avais déjà vu donc Histoire de succès et tout, et je m'étais dit ça se trouve un jour je serai invité. Mais en fait, ça donne une sorte de... ça vient presque trop vite dans ma conception de, entre guillemets, ma carrière. Voilà, c'est tout. Dans ma tête, je crois qu'il y a quelques mois, je t'aurais pas invité. Ouais. Et je crois que maintenant, t'es à un virage, mais on en reparlera un petit peu après, que je perçois, moi, de l'extérieur. Peut-être que tu le perçois pas de la même façon, et ça m'intéresse qu'on échange là-dessus. Qui me fait dire, ok, en fait, j'ai envie d'entendre son histoire là, maintenant. Ok. Plutôt que plus tard, parce qu'en fait j'ai envie qu'on discute de ce virage là maintenant, que j'ai l'impression que tu es en train de prendre, tu vois. Est-ce qu'on est dans Histoire de virage? Ça pourrait être Histoire de virage. Ok. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Cyrus, quand tu avais 7-8 ans? 7-8 ans, sacré beau gosse, hein. Non, à 7-8 ans, je m'intéressais déjà à, tu vois, genre je faisais des trucs devant la caméra ou des trucs de mannequinat, des trucs machin, genre
En gros, je sais plus, je crois que c'est. Il y a un gars qui avait dit ça à ma mère, qui m'avait repéré sur un truc, et qui dit ouais, votre enfant, il a du potentiel là-dedans. Donc en fait, des trucs de théâtre, tout ça, enfin, je commençais déjà à baigner dans cet univers-là un petit peu. Où sont les images de ce truc? Parce que Tu les trouveras jamais, mon pote. Même sur Dailymotion? Non. Même non, sur MySpace? J'avoue, j'en parle jamais, et j'ai des trucs, tu vois, je pourrais montrer des trucs, mais c'est pas du tout une partie de ma vie que j'ai kiffé, hein. Mais pour moi, là, je suis totalement dans une autre vie, tu vois. Je considère qu'il y a des étapes de vie différentes et j'aime pas forcément les mélanger. Je les utilise, moi, à titre personnel dans mon apprentissage et mon éducation, etc. Mais voilà, pour moi, chaque chose est à sa place, tu vois. Tu le feras quand tu auras réussi. Enfin, tu vois, tu feras ta vidéo à toi, mon histoire de succès, quoi. Ouais, peut-être. My Lives, avec un S à la fin. Donc ouais, c'est ça, à 7-8 ans, c'est ça. C'est les filles, qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est à 7-8 ans, je crois. Oui. Hein. Voilà. Mm. Les 7-8 ans, on est en quelle classe à 7-8 ans? C'est genre CE1, CE2, CM1. Ah, quoi, ok. tu vois. Alors il se passe un truc intéressant. Je découvre un pote qui s'appelait Jonathan, parce qu'il nous a quittés. Et c'était mon meilleur pote à ce moment-là. Et il me fait découvrir le monde geek. Il me fait découvrir Le Seigneur des Anneaux, il me fait découvrir Star Wars. Il me fait découvrir aussi tu vois, tout ce qui est japonais, le monde des samouraïs, tout ça. Enfin voilà, tu vois, et on est à l'aïkido ensemble, etc. Et ça devient vraiment un univers, tu vois, genre on joue au Pokémon ensemble, on joue à la console ensemble. Donc je découvre la Nintendo 64, etc. En fait, tous ces trucs-là, moi, dans ma famille, vraiment, ils sont très peu geeks, enfin, pas du tout même. Pour resituer un peu, mais t'as 30 ans. Ouais, j'ai 30 ans, Mmh. ouais. Et donc, c'est là où je me dis, putain, je kiffe trop cet univers, c'est trop cool. Et donc, on passe nos après-midi, enfin, dès qu'on peut, on passe du temps ensemble, etc. Et vraiment, c'est une rencontre qui, je pense, a eu un énorme impact sur la suite. Parce que ça m'a permis aussi d'accepter, parce que tu vois, j'avais pas trop de potes, tu vois, j'avais pas de bande de potes, tu vois, à l'école. Il y a une anecdote où ma mère elle me racontait qu'elle m'amenait à l'école, et tu vois, genre, ensuite elle se mettait derrière la grille et elle regardait, et genre, elle me voyait tout seul, tu vois, à la cour de récré et tout. Et moi, je m'en souviens pas de ça, tu vois. Et elle me disait, genre, que ça lui faisait énormément de peine, tu vois. Faut jamais faire ça, hein. Si vous nous écoutez en tant que futur daron et tout, c'est vraiment le pire futur daron, c'est vraiment le pire truc à faire. Pourquoi? Bah moi j'ai un souvenir où mon père était venu me voir à la récré un samedi matin. J'étais en maternelle et effectivement j'étais tout seul et déjà ça lui avait brisé le cœur, mais en plus je l'ai capté. Donc en fait je l'ai vu, je suis allé pleurer ma race pour aller le retrouver, quoi. Et lui il était derrière la grille. Je crois qu'il s'en est voulu encore plus que moi, parce que vraiment il était dégoûté à double tranchant. Mais faut pas faire ça. Non, j'avoue, moi je l'ai pas grillé. Et ouais, le fait que donc y ait Jonathan qui arrive et tout, ça m'a permis je pense, ça m'a redonné une sorte de confiance de voilà, je peux être moi-même et c'est ok si je suis différent des autres. Parce que tu vois, à ce moment-là, je me sentais un peu différent des autres, tu vois, en termes de genre je jouais pas au foot, tu vois, dans la cour et j'étais un des seuls, tu vois, à pas jouer au foot, tu vois. Moi, ce qui me faisait triper, c'est regarder les fourmis, tu vois ce que je veux dire. Et donc, avoir un autre pote qui était comme moi et on regardait les fourmis ensemble, bah, ça pouvait, tu vois, je me disais, ok, vas-y, il y a d'autres gens, en fait, comme moi, et qui aiment ces délires de vaisseaux, tu vois, de vaisseaux spatiaux, enfin, vaisseau spatial. Oh putain. Oh putain. Oh, ça marche aussi, hein, des vaisseaux. S'il m'entend, il doit être choqué par ce que je viens de dire, je suis vraiment désolé. Enfin bref, voilà, donc ça m'a rassuré tout ça. Ils font quoi tes parents dans la vie? Ou ils faisaient quoi à l'époque? Ma mère, à l'époque, elle s'occupait de nous, ma sœur et moi, donc elle était à la maison. Et mon père, il était il est le terme, on va dire, c'est serial entrepreneur. C'est-à-dire qu'en gros, il a monté, je pense, une dizaine de boîtes, voire plus, dans sa vie, tu vois. Et donc, il était sûrement en train de monter une boîte à ce moment-là, tu vois. Je sais plus laquelle, mais donc c'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils faisaient tous les deux. Ok. Tu racontais que ton pote Jonathan, il nous a quittés depuis. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une leucémie il y a combien de temps? Il y a peut-être 6-7 ans, un truc comme ça. Voilà. Et c'est un peu chelou, tu sais, parce que on s'était un peu perdu de vue. Tu vois, on n'était plus vraiment potes, même si on s'entendait très bien, etc. Mais on n'avait plus... voilà. Vous aviez grandi, quoi. Voilà, on avait grandi, on avait pris des directions différentes. Ça a vraiment etc. été un pote longtemps? Ouais, toute la primaire, Ok. en vrai. Et toute la primaire et le début du collège, peut-être, tu vois. Ok. Ouais, et en fait, c'est chelou parce qu'à un moment, donc, tu lui écris, tu dis ouais, j'ai appris que voilà, t'es à l'hôpital, machin, etc. Et il te fait putain, mec, ce que je te dis là, c'est confession un peu, parce que je sais même pas à qui j'en ai parlé de ça, mais c'est des trucs un peu plus deep et un peu plus intimes. Mais en gros, tu vois, genre. Ça fait partie de ton histoire de succès. Je sais pas si ça rentre dans l'histoire de succès. En tout cas, j'aimerais. Ok, mais ouais, j'aimerais vérifier. Mais en gros, il me fait. Je dis ouais, j'aimerais. Enfin, faudrait qu'on se voit et tout. Et il m'a dit bah t'inquiète, là ça va mieux. Je sors dans quelques semaines. On se voit, on se fait une partie de, tu vois, de ce que tu veux. Et je fais ok, cool et tout. Bon bah vas-y, bah j'attends. Et genre, je sais pas, une semaine plus tard, il envoie un message genre ouais, j'ai pas la force de répondre à vos messages et tout. Donc arrêtez de m'écrire. S'il vous plaît. Ok. Parce que j'arrive pas à avoir la force de vous répondre. Et je fais ok, donc je respecte sa volonté, tu vois. Et 2 semaines plus tard, il part, quoi. Et tu l'as pas vu? Et non. Chaud. Ouais. Triste est le mot approprié. Oui. Ouais. Merci de remettre le bon adjectif. Ouais, voilà, mais bon, voilà, c'est la vie, tu vois. C'est la vie. Je me souviens à ce moment-là, je sors un coup de fil, je crois, je crois que c'était sur Sartre. Non, c'était le 4e. Donc si Donc tu venais de débuter ta chaîne YouTube. Ouais. Et je lui dédicace. C'est au tout début, à la toute fin, je sais plus. Je lui mets un petit mot, tu vois. Et voilà. Ok. Ça fait bizarre, non? Ouais. De perdre un pote d'enfance comme ça, ouais, si tôt. C'était pas le premier. Ah, ok. Ouais. Ok. J'avais une très très bonne amie. Tu vois, ça nous était arrivé de faire les soldes ensemble, par exemple. Tu vois, genre ce type de connexion que j'ai quitté aussi. Enfin, qui m'a quitté, pardon, d'un cancer. Donc ouais, c'était pas la première fois. T'étais jeune? Ouais, j'avais 18 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ok. T'as la sensation que ces deuils-là, ça t'a construit aussi une certaine idée de la finitude de la vie par rapport à ton histoire de succès, justement, ouais, tu vois. Bah non, mais c'est sûr que ça a un impact. À quel point il est conscient, après, j'en sais rien, tu vois. Mais ouais, ça, et puis en fait, tous les événements qui font qu'une situation s'arrête, tu vois, que ce soit une mort, que ce soit une rupture, que ce soit un déménagement. En fait, je pense que rien que le fait de déménager souvent ou d'avoir des parents qui divorcent, et donc, tu vois, quand mes parents ils ont divorcé, on a déménagé plusieurs fois, etc. Rien que ça, sur la finitude de la vie, ça t'apprend des trucs, tu vois, et ça t'apprend à ne pas trop t'attacher à un endroit, enfin, tu vois, donc voilà, je pense que le deuil, c'est une des manières qu'a la vie de t'apprendre ce truc de finitude. Ok. Comment se passe ton collège une fois que tu continues à regarder? Est-ce que tu continues à regarder les fourmis au collège ou? Ouais, mais donc pareil, je trouve des potes un peu comme moi. Ouais. Ça commence un peu à devenir la mode, non? Genre. De regarder les fourmis? Non, pardon, d'être intéressé par la culture manga, geek, etc. début des années 2000. Bah, vite fait. Ouais, vite fait. Hein. Tu restes quand même. Tu sais, c'est à l'époque où un peu plus tard, il y a eu le documentaire Suck My Geek. Ah oui. Tu te souviens de ce truc? Oui. Donc on était quand même encore les gens un peu chelous. C'était un documentaire sur Canal, si je me trompe pas. Ouais, exact. Qui expliquait justement toute la culture geek et tout. Geek, quoi. Et en mode, tu sais, pour plein de gens, ils découvraient ce monde-là, tu vois.
Et donc ouais, collège, lycée, j'étais pareil, donc j'avais pas vraiment de bande de potes, mais j'avais un ou deux potes avec qui on était dans ces délires-là et tout. Pas forcément geek, mais en tout cas, voilà, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt forcément que les autres et tout. Donc non, mais collège, lycée, cool. Mais par contre, pas de meuf, je crois. Enfin, au collège, j'ai commencé à sortir avec une meuf. On est sortis 2 jours ensemble, genre. Mais je veux dire, j'avais des difficultés avec les meufs dans le sens où j'étais toujours le petit rigolo, tu vois. J'étais et je pense que je sais pas, peut-être que ouais, j'en sais rien, je sais pas, j'étais le petit. Va jusqu'au bout de ta pensée. Non, parce que je me rappelle d'une anecdote d'une meuf qui dit elle m'a dit quoi, elle a dit un truc genre putain, Cyrus, s'il était plus grand, il serait trop hot. Tu vois ce que je veux dire, ou un truc comme ça. Oh là là. Et donc en fait, du coup, je pense que y a plusieurs trucs qui faisaient que j'étais. Et les meufs grandissent plus vite que toi aussi à cet âge-là. Tellement. Et moi, tu vois, genre j'ai vraiment pris mon temps pour grandir. Tu vois. Et je pense que tout ça faisait que, je sais pas, il y avait peut-être la confiance à jouer et tout. Et donc je me positionne. Enfin, tu vois, j'étais le petit rigolo et genre ce rôle entre guillemets m'allait quoi, en fait. Et j'en parlais, je me souviens, j'en ai parlé avec un pote que j'ai toujours aujourd'hui qui lui était mais une bombe atomique. Et je disais, mec, je sais pas comment faire quoi, tu vois, genre pour intéresser les meufs et tout. Et donc il m'avait entre guillemets coaché, tu vois, genre vraiment je fais une vanne et tout en classe et tout, parce que tu sais, je faisais vraiment beaucoup de vannes en cours et tout, enfin bref, voilà. Il m'a dit, bah tu vois, genre cette vanne, ça c'est pas bien ça. Et tu vois, je suis genre, intéressant et tout. Mais pourquoi c'est pas bien ? Parce que je sais plus, mais c'était. C'était une vanne de nerd, c'est ça que personne comprenait ? Je sais plus, mec, je sais plus. Soit c'était une vanne de nerd, soit c'était une vanne vulgaire de ouf, soit c'était. Enfin, tu vois, mais c'était un truc qui. En tout cas, lui, il avait cette image-là et il m'a renvoyé ce truc-là. Mais en fait, c'était les premières fois où je me suis dit, ok, peut-être que. Tu vois, j'ai pas changé ma personnalité pour séduire des meufs, mais je comprenais que forcément ce que je faisais avait un impact sur mon environnement, tu vois, et que j'avais une perception, tu vois, et que les gens me percevaient d'une certaine manière, tu vois, je pense. Je vois. C'est le moment où je fais une petite cross-promo pour notre épisode d'Histoire de mec, où on a notamment parlé de ta taille, tu sais, et du fait que tu t'es rasé les cheveux et que tu avais toujours ce truc de... le petit chauve. Le petit chauve qui fait des vannes. Voilà. Ouais. Genre Louis de Funès, quoi. Exact. Dramatique. Enfin, en tout cas, dramatique. C'est pas dramatique en tant que tel, parce que je pense en plus que Louis de Funès avait beaucoup de succès auprès des meufs, quoi. Ouais, et en vrai... Toi aussi. J'en ai aussi, ouais, voilà. Enfin, tu vois, genre sans me la péter ou quoi, tu vois. Mais... je pense que c'est des faux problèmes quelque part, tu vois, genre tu peux être petit, chauve, mais charismatique, sortir des trucs intéressants et faire vibrer les gens, quoi, tu vois, les gens qui t'intéressent. La preuve. Tu en es la preuve vivante. On essaye. Petit break rapide parce que j'ai besoin de vous. Je viens de lancer une grande enquête afin de savoir un peu mieux qui écoute mes podcasts, combien d'épisodes, dans quelles conditions, etc., etc. C'est très important pour moi. Alors si vous pouviez prendre 5 minutes, soit en même temps qu'en écoutant l'épisode, soit à la fin de celui-ci pour remplir ce questionnaire, ça me serait très utile. Je vous mets comme d'habitude le lien dans les notes de l'épisode. Un immense merci à vous. Et donc bref, je vous mettrai le lien dans les notes si ça vous intéresse d'aller écouter cet épisode. C'était vraiment un très chouette moment. Écoute, pour moi aussi de l'autre côté du micro, donc c'est cool. Donc oui, le lycée, t'es déjà en train de faire des vannes, mais est-ce que tu disais là tout à l'heure que tu faisais quelques vidéos, etc. T'es déjà en train de faire des vidéos à l'époque ou... Ouais, mais c'était des vidéos de vacances. C'est genre on part avec ma famille... Et je fais à ma sœur, vas-y, tu sais quoi, ça serait marrant qu'on fasse une sorte de reportage. Toi, tu représentes le JT, et dans le JT, du coup, il y aurait différentes émissions. Et tu vois, je monte tout moi-même. J'ai la caméra de la famille. Et ouais, je fais mes premières vidéos comme ça, tu vois. Donc ces vidéos n'existent toujours pas ? Elles sont sur un disque dur quelque part. Ça sera pour Lives. Si tu fais quoi comme bac ? Je fais un bac S. Ok. Je suis très très scientifique, maths, etc. Tout ça, c'est ma matière préférée.
Maths, physique, chimie, SVT, je m'éclate là-dedans. Et je découvre la philo en terminale, du coup, comme tout le monde, entre guillemets, tu vois, genre... moi, je savais même pas ce que c'était. Via Jonathan et sa famille, un petit peu, on a eu parfois des discussions de philo, et on m'a dit, bah ça, tu vois, c'est la philosophie. Je fais, ah, ça a l'air cool, tu vois. Mais c'est tout. Ok. Tu fais quoi? Après, tu fais une prépa, c'est Ouais, ça? exactement. Je pars en prépa à Versailles. Et là, c'est incroyable. C'est-à-dire que... La prépa, c'est incroyable. c'est fou, mec. C'est-à-dire que la prépa, c'est meilleur souvenir de scolarité ever. Tu te sens, mec, tu te sens surstimulé, surintelligent, enfin, t'es là, t'apprends des trucs de ouf. Les cours sont hyper intéressants. Alors, les maths, c'est un niveau... c'est vraiment... Enfin, moi, donc, j'étais en ECS, donc c'est économique, mais option scientifique. Donc, on avait des maths assez poussées. Donc, tu fais énormément d'heures de maths, et bah, si t'aimes ça, c'est cool. C'est une prépa pour école de commerce. Exactement, HEC Okay. et tout. Et ensuite, t'avais histoire géopolitique. Attends, excuse-moi. Parce qu'on a mangé un petit truc aux oignons, là, qui était délicieux. Petite tartiflette, ma gueule. Voilà, petite tartiflette végétarienne. Je fais pas ça avec tous mes invités. Hein, un délice. Donc, histoire géopolitique, hyper intéressant, tu vois, genre... bref, incroyable, tu vois, genre, parce que c'est pas juste de l'histoire géo du lycée, c'est que on t'explique les conflits, pourquoi ça vient, et t'es capable de faire des cartes, tu vois, genre dans le concours, t'as des cartes blanches, et genre, c'est genre, vas-y, fais les flux migratoires, tu vois, ou le minerai, tu vois, et t'es une machine, tu vois, genre, on pourrait te demander, vas-y, parle-moi de la situation des gaz en Russie et au Moyen-Orient, t'es capable d'en parler une dizaine de minutes facile, tu vois. Et sur tous les sujets, tu vois, genre parle-moi de l'armée américaine depuis les années 60. Ok. C'était fou, mec. Donc il y avait ça, ensuite il y avait culture générale. Donc culture générale, c'était en 2 blocs, il y avait littérature et philosophie. Donc littérature, bah, tu voyais voilà, tout ce que tu peux imaginer sur la littérature, mais aussi genre des trucs genre la Bible, le Coran, etc. Donc voilà, hyper intéressant. Et philosophie, j'ai eu un prof donc en 2e année qui était incroyable. Et notre thème, c'est que chaque année en prépa, t'as un thème, tu vois. Et nous, c'était la vie, tu vois. Donc, on y revient. Lives. Et pour le coup, c'est vraiment c'est lives parce que dans le thème de la vie, t'avais 2 grands thèmes. T'as la vie cosmique et la vie de l'individu qui commence par une naissance et qui finit par un décès, tu vois. Mais et c'était fou parce que donc t'as des interrogations orales, etc. Et c'est la première fois que je vis seul parce que donc c'est la première fois que j'ai pris une chambre chez l'habitant. Et en fait, il y a un moment, il y a une place qui se libère dans l'internat. Et je me souviens, putain, de ce passage. Donc la chambre se libère chez l'internat et je me dis, putain, si il me faut cette chambre, parce que c'est beaucoup mieux l'internat, c'est plus simple pour moi, etc. Là, je suis un peu isolé, chambre chez l'habitant. Mais je déteste abandonner les gens, tu vois. Genre, j'ai pris une chambre pour une année, je pars en plein milieu, je vais poser mon préavis, c'est chiant, tu vois. Et en plus, je dors chez eux, donc je vais leur dire, alors que je dors chez eux. Et j'ose pas, j'ai peur et tout, machin et tout. Et je me souviens d'une phrase de mon oncle qui résonne dans ma tête à ce moment-là, tu vois, je suis en vélo, etc. Je me souviens, il pleut et tout. Je sais plus s'il pleut, mais ça rajoute un peu au drame. Et il me fait, il est américain, c'est mon oncle. Et il me sortait des fois, il me faisait no excuses are for losers, tu vois. Je lui dis, ouais, je suis pas un loser et tout, pas d'excuses, je veux cette chambre à l'internat. Et là, je pédale encore plus fort et tout, j'arrive à la maison, je suis désolé et tout, j'ai trouvé une chambre, machin, donc je vais vous quitter, blablabla. Mais attends, il y a un préavis quand même, bien sûr, il sera respecté, aucun problème et tout. Bon, ça nous arrange pas trop, hein. Je sais, je suis vraiment désolé. Et paf, je suis parti à l'internat et c'était incroyable, meilleure décision. C'était fou. Et voilà, et la prépa, c'est la première fois où j'ai une meuf. Genre une. Ah. Tu vois, et on reste ensemble, tu vois, un peu moins de 2 ans. Donc c'était vraiment cool, vraiment trop bien. T'arrives à avoir une meuf en prépa, ce qui est déjà un truc. Ouais. Normalement, c'est. La légende veut que t'as pas le temps. Ouais, la légende veut ça, mais en vrai, tu vois, genre, si tu t'organises bien, et puis tu peux pas faire que travailler. Après, peut-être que si j'avais pas de meuf, j'aurais pas fait l'ESC Bordeaux, j'aurais fait une meilleure école, tu vois, j'en sais rien.
Est-ce qu'elle faisait prépa elle aussi? Elle faisait prépa aussi. Ouais. Ah, ok. Elle était en internat aussi, tu vois. Donc c'était simple. Ça se pécho à l'internat, là. Ça se pécho tranquille, bien. Non, voilà, donc prépa, super années. Mais même de manière générale, avec les meufs, c'est là où j'ai un déclic. Et j'ai des premiers trucs de flirt, de plaire à des gens, etc. Machin. Là où au lycée, vraiment, j'avais l'impression d'être. Je sais pas comment dire, mais ne véhiculer aucune attirance. Tu vois, de pas être sexualisé du tout. Tu te rends compte que depuis le début, là, tu me fais que me parler des meufs. Et en fait, est-ce que ça a vraiment un rapport avec ton métier d'aujourd'hui qui tourne aussi beaucoup autour de la séduction? Pas forcément la séduction amoureuse, mais tu dois aussi séduire les gens, quoi. Tu vois. Je t'en parle parce qu'on a ouvert cette porte. Tu vois, quand on a parlé du collège, lycée, etc. C'est toi qui en as parlé. Hein. Je t'ai pas dit comment ça se passe avec les meufs. Tu m'as tout de suite dit pas de meufs, pas de meufs en primaire, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. C'est vrai. Mais en fait, je crois que vu que j'ai ouvert cette porte, je me sens obligé de donner des news. Tu sais, pour l'arc narratif. Donc, il y a l'arc narratif des meufs. Je vous tiens au jus, les gens. Donc, voilà où j'en étais, tu vois. Mais je crois que je t'ai parlé des meufs dans le collège-lycée pour te faire comprendre que j'étais seul. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais on peut terminer cet arc narratif des meufs. Mais non, parce qu'en fait, on va en reparler puisque t'as fait une vidéo sur ta rupture qui était très perso. Et je trouve qu'elle fait partie aussi de ce virage que tu as pris depuis quelques mois et que je trouve très très intéressant. Donc on y reviendra. Ok. Donc j'ai bien fait d'ouvrir cet arc narratif alors. Mais tout à fait, mais en fait j'allais te reparler d'une manière ou d'une autre. Mais c'est juste, ça m'intéressait de te faire parler sur justement ton rapport à la séduction et au besoin de plaire en fait. Tu vois, même pas forcément d'ailleurs amoureusement, mais juste d'avoir des gens qui te regardent et parce que je crois que ça fait partie aujourd'hui de tes moteurs, quoi, tu vois. Mais c'est pas aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours eu un besoin de reconnaissance. Je sais pas si c'est besoin de plaire ou un besoin de reconnaissance, mais en tout cas, tu vois, genre, au collège, lycée, j'étais tout le temps délégué, ou presque. Ouais. En prépa, j'imagine tellement. Je représente. En prépa, j'étais. Mais tu sais, j'étais aussi genre au conseil d'administration de l'école. Après, j'ai fait le conseil de la vie lycéenne. En prépa, il y a eu un BDE. J'étais vice-presse du BDE. Et en école de commerce, j'étais carrément président du BDE. Tu vois. Donc, j'ai toujours, dès qu'il y avait un poste à responsabilité et il y avait un leader, entre guillemets, j'étais au premier rang, quoi. Et je pense que c'est lié à ce truc, du besoin un peu de reconnaissance ou de plaire, je sais pas encore lequel des deux, je pense qu'il y a un peu des deux, et puis ça dépend des situations, et voilà, il y en a un qui prend plus le devant que l'autre. Mais ouais. Ok. Donc tu passes ton concours. Ouais. Tu pars à Bordeaux, c'est ça? Exactement. Je pars à Bordeaux. T'es content d'être à Bordeaux, de n'avoir que Bordeaux? Tu l'as mentionné tout à l'heure en disant peut-être que si j'avais pas eu de meuf, je serais peut-être à HEC. Bah non, en vrai, sur le coup, je suis un peu deg, ouais. Dans le sens où... Je pense à ton tonton, tu sais. No excuses for losers. Ouais. Non, mais ouais, sur le coup, mais même, en fait, même la prépa. C'est-à-dire que à chaque fois, à chaque truc où j'ai été assigné, si tu veux, que ce soit la prépa ou l'école après, il y avait ce truc de ça sera pas mieux, tu vois, j'aurais pas mieux que ça, et je fais avec ce qu'on me donne, mais si j'avais travaillé plus, peut-être que j'aurais mieux, tu vois, et c'est dommage. En fait, je parle de ça parce que pour les gens qui connaissent pas peut-être l'ambiance prépa, il y a une vraie ambiance de compétition, bien sûr, ouais. De maboule, et puis ça finit avec un concours, et effectivement, les meilleurs ont les meilleures écoles, quoi. Bien sûr. Nous on n'avait pas de compète entre nous dans la prépa, mais on avait des compètes avec les autres prépas, tu vois. Mais en mode hardcore, c'est-à-dire que quand on arrivait au concours, on était face à Ginette, parce qu'on était à Versailles. Ouais. Versailles était les meilleures prépas, tu vois. Et la nôtre, c'était la moins bonne de toutes les prépas versaillaises. Et donc, t'avais Ginette. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Ginette, c'est genre la moitié de la promo va à HEC, l'autre moitié va à ESSEC, tu vois, qui sont les deux meilleures écoles. Voilà. Et donc, on est face à Ginette, et ils ont des pulls avec écrit en gros Ginette, machin et tout. Et nous, on est arrivé, on avait un cri de guerre qu'on avait pris sur Full Metal Alchemist. Et on avait notre leader qui s'était mis devant et tout. C'est la victoire des geeks, Full Metal Alchemist. Exact. Franchement. N'importe. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, excuse-moi.
Et donc il était là, on mettait notre main sur notre cerveau, on faisait ceci est mon cerveau. Il y en a beaucoup comme celui-là, mais celui-là c'est le mien. Mon cerveau c'est mon vrai copain. Avec mon cerveau, on va éclater ce concours. Enfin, je sais plus ce que c'était, mais c'était vraiment genre, tu sais, parce qu'ils font ça avec le fusil. Avec le fusil. Ceci est mon fusil, tu vois. Et on était là avec le cerveau comme as. Et ouais, la prépa, mec, les concours, donc t'es là, t'es entouré des gadginettes et tout. Et il y a des coups de pression psychologique, tu demandes des copies doubles, des machins. Bref, c'est incroyable. Mec, à vivre, le concours, mec, c'était fou. Incroyable. Ok. Donc Bordeaux. T'es content ? La ville est folle. Ouais. J'aurais aimé avoir mieux en termes d'école. En fait, à l'écrit, c'est ce que j'ai eu de mieux. Et à l'oral, j'ai confirmé le tir, tu vois. Donc j'avais déjà fait, à l'écrit, j'avais déjà fait mon deuil, entre guillemets, de j'aurais pas mieux que ça. Okay. Et Bordeaux, c'était la ville. En fait, quand j'y suis allé, quand j'ai vu la ville, j'ai fait vas-y, bats les couilles, concours, classement et tout. Je serais bien ici, tu vois. Et donc, j'y suis allé, c'était un pur plaisir. Vraiment, j'ai adoré. C'est quoi l'étape d'après ? Est-ce que c'est... Je regardais sur ta page Wikipédia, c'est le moment où il parle de... Tu t'as rencontré avec Tom, c'est ça, non ? Ah ouais, exact. C'est ça ? Ouais. On a fait un stage, je l'ai rencontré en stage en agence de com, etc. À Bordeaux. Et putain, et tout de suite, van sur van, etc. Vraie connexion, etc. Et donc, ouais, ça fait un bail maintenant, ça fait 8-9 ans, je crois. Alors, Tom Aguilar, qui est ton co-auteur. En vrai, aujourd'hui. Plus maintenant, j'ai l'impression. Aujourd'hui, c'est plus mon co-auteur, mais c'est mon co-host sur le meilleur podcast. Ouais. On a le meilleur podcast ensemble. Vous avez vraiment un podcast, donc pour les gens qui ne connaissent pas, qui s'appelle Le Meilleur Podcast. Exact. Dont l'objectif est de trouver les meilleurs trucs dans chaque catégorie. Alors, on n'a rien sorti en 2020, mais là, on s'y remet là. Mais et on est vraiment désolé s'il y en a qui suivent le podcast et qui m'écoutent. Voilà, sachez-le. Vraiment, c'est notre travail. Ok. Mais oui, il m'a aidé en tout cas sur tous les premiers coups de fil, les premières vidéos de la chaîne, etc. En fait, ça a été un pilier là-dessus. Et ce qui est cool, c'est que, en fait, moi, avec la chaîne qui marche, je l'ai un peu fait sortir du monde de la com, tu vois, en le faisant travailler avec moi. Donc, il y a un moment où, en fait, on travaille vraiment ensemble et tout, et tu vois, je le payais tous les mois et tout, enfin, voilà. Ça lui a permis ensuite d'en faire son job, tu vois. Et donc, maintenant, il est auteur... quoi, tu vois. C'est son métier. C'est son métier, tu vois. Donc ça, c'est trop cool. Et c'est marrant parce qu'on se l'était dit. On s'était dit quand... Je me souviens, il était chez moi au moment où on tournait, genre, je sais pas, à un moment où on devait tourner une scène pour un coup de fil 4, coup de fil 5, un truc comme ça. Et on s'était dit, je lui ai dit, Tom, si ça marche, mon truc, je t'emmène avec WAM. Par contre, si ça marche pas et que toi, genre, t'as une pure carrière dans la com, tu me sauves. Ouais. Et il m'a dit deal. Et voilà. Donc c'est cool. Vous êtes coupés, vous avez mélangé votre sang et tout. Ouais. Et on s'est sucé après. C'est faux. Faut préciser quand même. C'est pas. On sait pas. Ça pourrait. Tu lances ta chaîne en 2013, si je me trompe pas. D'où te vient cette envie de te dire ok, c'est bon, je veux me mettre sur YouTube et puis surtout je veux faire de la philo. En fait, donc je vois pas le lien, si tu veux, entre ton prof génial en prépa et c'est que quand t'arrives en école, vraiment c'est pas intéressant les cours, donc la philo me manque, tu vois. J'ai un vrai manque de philo et tout. Et tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, comment ça, les cours sont pas intéressants en école de commerce? Non, mais c'est intéressant parce que je pense que pour plein de jeunes, c'est un peu un but à atteindre, quoi. Non, en fait, c'est que tu vois, genre, t'as des cours de compta, je comprends la moitié de ce qui se passe et tout, ça me gave un peu. Il y a des cours de finance, j'aimais bien parce que j'avais des bonnes notes. J'ai tapé un 20 en finance, je crois, première note propre. J'étais chaud. J'aurais pu aller à Wall Street, gars. Vraiment, j'ai choisi cette vie, mais il y a une autre vie qui m'attend. Hein. Trader. Moi, dans une autre vie, mon gars, je suis trader à Goldman Sachs, quoi. Je sais pas si c'est un bon bail, mais bon. Je sais pas, mais en tout cas, pour la maison dont on parlait au début, là, en termes de succès. Ça, tu gagnes. C'est plus rapide. Tu gagnes au jeu de la maison. Mais bref,
Donc, non, les cours, ouais, c'est pas hyper. C'est intéressant. Enfin, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était le market, etc. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais tu vois, genre, des fois, j'avais un peu ce feeling de. On t'analyse des trucs un peu obvious de, ok, une campagne marketing qui marche, bah, c'est parce que c'est une bonne idée, c'est un bon positionnement, fait au bon moment, et voilà, quoi, tu vois. Il n'y a pas. Tu vois, enfin, j'avais du mal à théoriser tout ça, tu vois. Et les cours, donc, enfin, et tout ce qui était philo me manquait, mais genre, enfin, tu vois, les discussions de philo, je les avais avec mes potes, etc. Les introspections, je les avais avec mes potes, mais ça me manquait d'avoir un cours où t'as un gars qui nous dit, ok, bah c'est marrant ce que vous dites là, en fait, d'Alembert dit la même chose, enfin, Diderot dit la même chose dans Le rêve de d'Alembert, enfin, tu vois. Ça me manquait. Et donc, et à un moment, je parle avec un gars, et il me fait, on parle de C'est pas sorcier, il me dit, putain, ça serait marrant, hein, C'est pas sorcier de la philo, etc. Et donc, ça nous fait tilt comme ça. Mon père, il est aux États-Unis. Depuis le lycée, je crois, ou depuis le début de la prépa. Et à un moment, je me promène chez Urban Outfitters et je vois un livre, Big Ideas Simply Explained, philosophie, tu vois. Je fais putain, stylé et tout. Donc ça, tout, en fait, là, je te mets tous les petits points qui se créent dans ma tête, ouais. Et qui, moi, à l'époque, je vois pas la connexion entre ces points, tu vois. Il y a un blog aussi dont on parle, où je tombe dessus, qui s'appelle Bro Philosophie. Et c'est un mec qui parle de philosophie en mode cool, tu vois. En anglais et tout. Donc je survole un peu le truc, etc. Mais tout ça, je me dis, putain, nous, on n'a pas ça, tu vois. En France, l'image de la philo, c'est hyper chiant, quoi. C'est BHL. Ouais, tu vois, genre, c'est chiant, quoi. C'est genre soit des longs confs, des émissions sur Arte. Genre, j'ai rien contre Arte, mais tu vois, genre, il n'y a pas d'autre manière d'accéder à la philo qu'il y a ça, ou des podcasts, ou d'écouter France Culture, avec des spécialistes qui te parlent pendant 4 heures de Marx, enfin, tu vois, genre. Et YouTube, je connais très mal, tu vois, genre, je connais Norman Cyprien, Mister V, et j'entends parler d'Antoine Daniel, tu vois. Et là, je suis en stage chez Ubisoft, et à un moment, je sors en boîte, je vais au Social Club, à l'époque, et je croise Norman. Et tu vois, genre, j'étais, mec, à l'époque et tout, j'étais fan de Norman, tu vois. Je kiffais grave et tout. Il me faisait trop rire dans ses podcasts sur le ping-pong, tout ça. Enfin, ça me faisait gaulerie, tu vois. Et je kiffais trop la vibe qu'il dégageait et tout. Et donc, je vais le voir. Et je lui dis, mec, c'est trop cool ce que tu fais. Bravo et tout. Il me fait merci et tout. Et en fait, le fait de le voir, je me suis dit, mais. Je crois qu'il y a eu un petit déclic de. C'est un mec normal. Ouais, c'est un mec normal. Et en fait, genre. J'ai une cam, parce que je m'étais mis aussi un petit peu à la photo, et puis je faisais de la vidéo depuis longtemps, etc. Je t'ai dit, je faisais déjà des montages avec ma famille et tout. Donc j'ai une cam, je sais faire du montage. Dans une ancienne vie, j'étais face à la caméra, et j'étais à l'aise là-dessus, j'ai fait du théâtre et tout ça. Donc voilà. J'ai fait du web market, enfin le web market m'intéresse, tout ce qui est nouvelle technologie m'intéresse, toutes les boîtes, tous les GAFA me faisaient rêver, tu vois. J'ai un sujet dont j'ai envie de parler, en tout cas j'ai envie de m'y réintéresser, donc j'ai envie de réapprendre, et ben en fait genre tout concordait sur il faut créer une chaîne, enfin créer ta chaîne YouTube en fait. Et donc je commence à créer ma chaîne YouTube, et avec cette idée, en fait je sais pas, il y a un soir une idée qui me vient, qui me dit putain, imagine Norman, il parle de Kant, ça serait fou, j'ai trop envie de voir ça. Ma première action, c'est j'ai envie de voir ça. Et donc, c'est ce que je fais un premier épisode sur la caverne de Platon, et genre mec, je mets 3 mois à le faire, le truc, à le tourner, genre si tu regardes la vidéo, il y a des moments où j'ai une barbe un peu plus longue que d'autres, la luminosité elle change, enfin tu vois, ça n'a aucun sens, mais c'est le process, il est hyper long, je retourne des trucs, je fais non, ça j'aime pas, j'ai l'impression que j'ai pas assez d'énergie, je le refais, mais genre je le refais 2 semaines plus tard parce que j'ai pas le temps, enfin bref, voilà, c'est hyper fastidieux. J'ai une vidéo, je la montre à 1 pote, 2 potes, 3 potes, 15 potes, et je suis là genre vas-y, je la balance sur mon Facebook, tu vois, enfin je la mets sur YouTube et je la balance sur mon Facebook, tu vois. Et vu que j'avais fait une école de commerce, j'étais déjà, je pense, en mode, j'ai déjà brandé la chaîne, tu vois, j'ai déjà appelé le coup de fil, j'ai mis une bannière, j'ai fait le truc, j'essaie de faire le truc bien et tout. Il y a un bon accueil, tu vois, les gens disent ah c'est marrant et tout, c'est cool, etc. Et je me dis vas-y, je vais essayer d'en
d'en faire. Je me suis dit, attends, avant d'en faire plus, je vais prendre un sujet qui m'intéresse pas du tout. Et donc la deuxième vidéo, c'est sur le prince de Machiavel, qui est un sujet dont il me saoule. À l'époque, en tout cas. Au moment où je veux le faire, je me dis putain. Et je me dis, si j'arrive à faire sur le prince de Machiavel, je peux le faire sur n'importe quoi. Parce que ça m'intéresse pas. Et donc je le fais sur le prince de Machiavel, et je me dis, ok, c'est cool. Donc ça marche, donc je peux le faire sur plein de trucs. Donc je vais me dire, une fois par mois, ou toutes les 3 semaines, je sais plus, mais tu vois, j'essaie de me donner une contrainte parce que sinon je sais que je le ferai pas, tu vois. Et je parle là-dedans. Et je commence ma chaîne YouTube. Et ça s'appelle le coup de fil PHIL, donc. Ouais, exact. C'est ton premier concept. Ouais. Et à l'époque, c'était déjà la mode des vulgarisateurs ou c'est venu plus tard? Alors, en fait, donc, je te dis, je le lance et là, je découvre YouTube. Ok. Parce que le premier, et je vois personne qui fait la vulgarisation, sauf 2-3 personnes. Je vois Dr Nozman, qui était déjà là et qui faisait de la vulga. Je vois un gars qui s'appelle Tilou, qui parle de musique classique. Et genre, c'est à peu près tout, tu vois. Ok. Les autres, je les connais pas. Ou ils sont, enfin, tu vois, voilà. Et il y a vraiment, à part l'humour, il y a son père, quoi. Et là, il y a Antoine Daniel qui fait le 29 avec Antoine Daniel. Oh oui. Et il fait des coups de projecteur. Et donc, je vois Le Fossoyeur, je vois Axolot. Bruce, il parle de y pensait. Bruce y pensait. Et à un moment, il parle de Danny Caligula. D'ailleurs, et moi, j'écrivais. Je lui écrivais et tout. Je lui dis ouais. Et quand il a parlé de Danny Caligula, je me suis dit, je ne connaissais pas, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, s'il parle d'une chaîne de philo, il en parlera pas d'une deuxième chaîne de philo. Ce qui s'est passé, du coup. C'est vrai, il t'a jamais mis en avant? Non, mais c'est la vie, tu vois. Oui, genre, oui. Mais effectivement, contrairement à toutes ces personnes-là, j'ai jamais eu le coup de projecteur. En fait, pour expliquer un petit peu pour les gens qui suivaient pas à l'époque, l'époque, ça a changé la donne de ouf. Voilà, c'est tous les gens que tu as cités là, ils se sont fait littéralement propulser par Antoine Daniel à l'époque, qui avait plus d'1 million d'abonnés, je pense déjà à l'époque, et qui a lancé des tas et des tas de carrières juste en faisant cette émission, enfin cette vidéo tous les 29 du mois où il faisait le 29. C'était une époque où en fait il y avait peu de gens sur YouTube et donc, enfin peu de créateurs, et donc on avait besoin de créateurs, ça nous manquait, on était là genre bon, on sait plus trop quoi regarder, il y a plus rien. Donc quelqu'un qui nous dit bah si il y a lui, il prenait énormément d'abonnés, tu vois. Et en fait effectivement genre t'as eu genre Le Fossoyeur, t'as eu Axolot, t'as eu Danny Caligula, t'as eu Bruce, Dirty Biology, Nota Bene, tu vois, ils sont tous passés dans le 29, tu vois. Et ensuite t'as Doc Seven aussi qui a fait ça avec Salut Internet. Et tu vois, genre t'as pas mal de gens aussi qui sont passés sur le Salut Internet, etc. Mais j'avoue, j'ai pas eu. T'as pas eu ce coup de projecteur, hein, non. Et je pense que sur le coup, ça m'a rendu un peu triste, tu vois. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai un peu la sensation je crois que j'ai eu 2 coups de projecteur en gros sur ma chaîne. Non, 3. Un, il y a Spion qui a partagé une de mes vidéos. Il y a longtemps. Alors Spion qui était un site curateur, les apps de Spion, ouais, voilà. Et c'est con, mais à l'époque, ça m'avait fait, par rapport à mes abonnés d'habitude ou mes vues d'habitude, je trouvais ça beaucoup. Il y a eu McFly et Carlito avec le bac. On a parlé de philo et tout. Et récemment, Amixem et Joyka sur leur chaîne des Cut et des Zooms. T'as gagné 50 000 abonnés en quelques semaines. Ouais, 35. Pardon. Et Sorry. No problem. Mais donc tu vois, j'ai un peu ce truc j'ai l'impression que tous mes abonnés, j'ai ce truc je les ai eus à la sueur de mon front, tu vois. J'allais t'en parler parce qu'en fait, pour moi, t'as aujourd'hui une communauté hyper saine parce qu'en fait, c'est des gens qui t'ont suivi parce qu'ils veulent te suivre. Et pas parce qu'en fait, t'as eu une vidéo buzz à un moment donné qui a fait 4 millions de vues. Tu vois, typiquement, j'ai regardé un peu tes vues parce que j'avais l'impression que t'avais fait une vidéo qui avait percé, quoi. Ouais, j'ai jamais fait une vidéo qui a percé. T'as jamais eu une vidéo qui a fait 1 million de vues, alors qu'à l'époque, c'était un sur la chaîne d'autres gens, oui. Genre PV Nova avec le rap philo, par exemple, et tout. Ouais. Mais jamais, effectivement, ouais. Et donc, j'ai un peu la sensation que, déjà, ça prouve aussi que la philo, c'est un sujet dans lequel il est dur de rentrer et qui est dur de faire connaître, quoi. Ta plus grosse vidéo, je pense, elle a genre 650 000 vues. Donc ça veut dire que ça fait 7 ans, 8 ans que tu fais des vidéos et que tu n'as jamais fait une vidéo à plus d'1 million de vues.
Ouais. Ce qui est ouf quand même. Hein. Donc Ouais. mais d'un autre côté, je trouve que ça fait aussi que ta communauté est hyper saine parce que t'as jamais eu une vidéo qui a fait des millions et des millions de vues et les gens te suivent juste par curiosité et puis après ils s'en foutent de toi, quoi, tu vois. Au contraire, je trouve que de ce fait-là, ça rend le truc encore plus fort, quoi. Ouais. Mais après, j'avais aussi l'impression que les pushs qu'il y avait, tu vois, genre, quand t'avais un gros push avec le 29, par exemple, ce genre de choses, t'avais une sorte d'aura aussi, qui était genre la validation des pairs, tu vois. Et j'en suis content aujourd'hui, tu vois. Mais il y a un moment où je trouvais que par rapport à d'autres créateurs qui étaient du même niveau en termes de vues ou d'abonnés, mes commentaires étaient beaucoup moins fanas. Tu vois, ils étaient beaucoup moins genre. Et puis il y avait beaucoup moins de genre quand je postais sur Facebook, les autres ils avaient beaucoup plus de partages par rapport à moi, mon nombre de partages, tu vois. Et donc j'avais l'impression que ma communauté était moins à fond que celle des autres. Et du coup ça me touchait un peu, tu vois. Je comprenais pas trop pourquoi, etc. Aujourd'hui je sais toujours pas pourquoi. Donc j'ai cette interprétation du truc de validation par les pairs, etc. qui à mon avis joue, parce que tu vois, genre c'est comme j'en sais rien, moi, t'es fan d'Alexandre Astier, Alexandre Astier dit suivez ce gars, bah, les gars ils sont à fond, quoi. C'est sûr. Et moi il y a personne qui a dit suivez ce gars, tu vois. Enfin si, il y en avait quelques-uns, mais c'était des petits trucs à droite à gauche, etc. Tu vois, je me souviens que par exemple Axolot, il y a eu Mademoiselle, wesh. exact, il y avait Mademoiselle. Non mais il y a mais aussi, c'est sûr que c'est pas les pairs. Voilà. C'est pas les youtubeurs. Il y a Axolot aussi, il apparaît moins dans une vidéo, mais genre il y avait beaucoup d'autres gens dans la vidéo aussi. Enfin bref. Pour Et à revenir à l'époque, cette histoire de ça m'a séduction, touché. c'est compliqué, quoi, de cette là. Oh shit. J'avoue que c'est marrant ce truc de séduction parce que je l'ai pas, je le ressens pas trop pour ma commu. Ok. J'ai pas l'impression de séduire ma commu. Tu vois, je veux pas la séduire. J'ai pas envie qu'ils ne m'aiment pas. Ouais. Mais je vais pas les séduire. C'est-à-dire que je vais toujours. Je suis totalement. Alors de toute façon, je suis très honnête et transparent dans ce que je fais, etc. Et j'ai juste ne pas leur dire certains trucs ou mon avis sur certaines choses parce que je sais que c'est clivant et que tout le monde pense pas comme moi. Et je me dis, bon, bah ça sert à rien de le dire. Tu vois. Et c'est tout. Mais je suis pas dans un truc de ah, ça leur ferait plaisir que je fasse ça, ou ah, ça m'attirerait des gens que je fasse. Clairement, mec, si je voulais des abonnés, je ferais pas de la philo. Oui, c'est sûr. Tu vois. Donc, j'ai un besoin de reconnaissance, besoin d'être aimé, etc. Mais il est moins fort que mon besoin d'être moi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. C'est-à-dire que j'ai envie de reconnaissance et d'être aimé pour ce que je suis, et pas pour autre chose. Ça m'intéresse pas, en fait, de faire un truc qui me ressemble pas, tu vois. T'as fait un peu évoluer ta chaîne. On reviendra là-dessus parce que ça m'intéresse, notamment par rapport à ton virage. Je crois que c'est le truc le plus fort que j'ai dit. C'est ma punchline. C'était ma punchline de l'émission, je pense. Je pense que je ferai pas mieux que ce que je viens de dire. Mais non, t'es con. Tu me l'enverras, s'il te plaît, je l'accrocherai dans ma chambre. Faut que j'envoie le MP3 à mon psy, juste qu'il décortique le truc. Oui, ça mérite analyse peut-être. En fait, donc t'as fait évoluer ta chaîne au fur et à mesure. T'as créé notamment t'avais fait Seriously, je me souviens, à un moment donné, où tu faisais plutôt des zooms sur l'actu pure. Ouais, l'actu était un peu froide et tout. Et au fil de l'eau, j'ai un peu l'impression aussi que t'es rentré dans un truc de... Et ça, je pense que c'est grâce à tes retours, c'est que plus ça allait, plus t'allais dans un truc de coup de main en rapport avec la philo, d'aide pour les étudiants et les bacheliers, etc. quoi. Tu parles de l'anti-sèche ? Bah, notamment, mais tu avais d'abord commencé, je pense, tu l'avais un peu esquissé sur ta chaîne. Hein. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc, le coup de fil. Après, je me suis dit, il faut un truc un peu plus participatif. Et j'avais lancé un truc qui s'appelait Ask, je crois, où en gros je répondais aux questions. C'est comme une sorte de FAQ, mais sur de la philo. Ensuite, j'ai lancé les Seriously, mais en même temps, effectivement, dès qu'il y avait un truc, genre il y avait le bac, où il y avait... voilà, je donnais des tips. Tu vois, parce que en plus, j'ai jamais pensé, mais quand j'ai lancé le coup de fil, je ne m'étais pas rendu compte du fait que ça pouvait servir aux bacheliers, tu vois. J'y avais même pas pensé, bref. Et donc, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos pour réviser le bac, etc. Et puis, tu as des profs qui recommandent ta chaîne. C'est cool, ça. Ça, c'était ma grosse peur, ça.
avant. Parce que je me suis dit, putain, les profs, ils vont m'éclater, tu vois. Parce que le gars, il arrive, il parle un peu. Il fait des vannes. Il fait des vannes, Sur plateau. tu vois, il se fout de la gueule de Kant parce qu'il est puceau. Enfin, tu vois, genre, qui est cet homme, tu vois. Donc, mais non, ça s'est bien passé, donc je suis content. Donc, il y a ça, je lis, et en fait, je lance d'autres formats, tu vois, genre un truc qui s'appelle Pop-Up, où je parle d'un truc de culture pop, et j'essaie d'en parler en termes philosophiques. Il y a T'imagines si, qui est ensuite devenu un jeu de société qu'on a fait avec Tom et tout. Et il y avait un autre format, il y en avait un quatrième, je sais plus. Bref, attends 2 secondes. Non, c'est ça. Et donc, tu vois, genre, j'en faisais un par semaine. Genre, il y avait un coup de fil, un Seriously, un Pop-Up, un T'imagines si, et j'ai fait ça pendant un certain temps, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que les formats, ça m'a gavé. Tu vois, d'avoir autant de formats et tout. Et puis, dès que je voulais faire un truc du coup qui était différent, ça rentrait dans aucun format. Enfin, c'était chiant. Mais c'était un peu la méta de YouTube à l'époque. Il fallait faire des formats, en fait. Les gens t'attendaient là-dessus. Ouais, c'était des émissions, ouais. Et puis, la première vidéo un peu, entre guillemets, développement perso que j'ai faite, c'est j'ai emménagé donc chez mon ex. Et du coup, j'avais pas de... Ça fait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. J'avais pas le temps de sortir une vidéo parce qu'on était en train de préparer un autre emménagement, etc. J'avais pas de décor pour tourner. Toutes mes affaires étaient dans des cartons. Enfin, c'était vraiment la galère. Et je me suis dit, vas-y, je vais parler d'un truc où j'ai pas besoin de faire beaucoup d'études de script, tu vois. Je vais parler d'un truc que j'ai moi et que je fais moi, et c'était je fais ce truc tous les jours depuis 1 an, et c'est la méditation, tu vois. Et donc je tente ce truc un peu différent où je parle de WAM et je parle d'un truc que je fais, et donc je donne mes tips, etc. Et ça marche trop bien, tu vois. Et je me dis bah vas-y, je vais continuer à juste donner mon avis sur des trucs, tu vois. Et donc je me posais beaucoup la question sur regarder les vidéos en x2, parce que je regardais pas mal de vidéos en x2 et tout. Je me dis, bah tiens, vas-y, ça c'est un sujet intéressant, je vais faire une vidéo là-dessus. Pareil, je fais une vidéo là-dessus. En plus, tu sais, je la fais elle est 2 fois plus longue pour être obligé de la regarder en x2. Ça marche aussi et tout, ça plaît, etc. Et donc là, je me dis, putain, en fait, j'ai un créneau, et je commence à regarder aussi des youtubeurs ricains qui m'inspirent, qui font ce genre de trucs. Je commence à m'intéresser au minimalisme. Je commence à m'intéresser à tout ça, en fait. Parce que je vieillis, parce que, tu vois, genre, c'est des thèmes qui m'intéressaient moins plus jeune, mais qui, l'art de vivre, s'améliorer, tout ça, c'est des trucs qui m'ont toujours intéressé, mais qui, là, je me sentais assez serein pour m'affirmer là-dedans, tu vois. Et donc, je commence à faire des vidéos en rapport avec ça, en rapport avec ces thématiques. Il y a la vidéo sur la perte de cheveux aussi, tu vois. Il y a le confinement qui tombe et tout, donc... Tu vas trop vite. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu me faisais un petit peu le CV, l'évolution de ta chaîne, mais en fait, en attendant, j'imagine qu'entre le moment où tu as lancé le coup de fil et ta chaîne, et cette période du confinement, tu as quand même décidé d'en vivre. Ouais, exact. C'est quand même un truc, tu vois. Exact, de ouf. J'imagine que ça a dû être un... Ah, c'était pas facile, ça. En gros, donc je lance ma chaîne. Et donc je suis chez Ubisoft en stage, tu vois. Et ensuite, j'ai mon échange universitaire. Et quand je reviens de l'échange universitaire, je sais pas, j'ai dû sortir 12-13 vidéos, tu vois. Et là, je crois que j'ai Canal qui me contacte. Tu vois, ils sont en train de faire une sorte de network. Un pote d'école était en stage chez eux, et on me contacte comme ça, tu vois. C'est comme ça qu'ils entendent parler de ma chaîne et tout. Ils se disent, putain, le concept est intéressant, machin, blablabla. Ils me contactent. Et moi, je me dis, ouais, cool, vas-y, ça peut être cool, etc. Enfin, je me dis plus que ça, tu vois. Je me dis, putain, Canal. Bah oui. Canal, gros, et tout. Mais putain, c'est fou, etc. Je me suis emmené avec Tom et tout, mon train, et tout, c'est la folie. Là, avec du recul, je me dis, ouais, donc Canal me contacte. Mais en vrai, j'étais comme un fou. Et en même temps, il y a ce truc de, bon, bah, c'est la fin de l'école. Faut trouver un taf, normalement, tu vois. Bah, ça me fait chier de me lancer dans un taf plein temps, alors qu'il y a ça. Donc, je suis chez ma mère, tu vois, je vis chez ma mère et tout. Et voilà, je lui dis, maman, voilà, j'aimerais bien me consacrer à ça pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, à fond.
et voir où ça va et voir si... Parce que je sais pas, tu vois, c'est quand même... Peut-être il y a une piste de carrière dans quelque chose, tu vois, je sais pas trop comment, mais pourquoi pas essayer. Elle me fait ok, elle me fait, bah, eux, de toute façon, mes parents, leur but c'était que j'ai mon diplôme, tu vois. Donc là, j'avais mon diplôme, entre guillemets, et ma mère, tu vois, dans les trucs dont on parlait avant, tu vois, de, je sais pas, mannequinat quand j'étais gamin, ou théâtre, ou ce que tu veux, elle m'a toujours encouragé. voilà, elle m'a toujours poussé là-dedans, même si mes deux parents, ce qui comptait pour eux, c'était que j'ai d'abord mon diplôme, tu vois. Donc j'ai mon diplôme et tout, et donc elle me dit ok, bah ouais, enfin vas-y, mais bon, fais attention et tout machin. Donc, je tente le truc, et en parallèle, donc voilà, je travaille avec Canal sur ces trucs. En fait, je travaille pas vraiment, c'est juste que ils me donnent des conseils. C'est voilà, il joue un peu le rôle d'agent et tout, il m'apporte des trucs, il m'apporte des opportunités, etc. C'est pas fou, tu vois, ce qui se passe, mais moi, c'est ce que j'appelle une green light. C'est que, en gros, les feux sont au vert, ça me donne un indice de je suis au bon endroit au bon moment, en train de faire la bonne chose. Donc je continue et je me souviens, tu vois, genre Ubisoft me rappelle parce qu'ils me disent ouais, tiens, il y a ce job qui peut être intéressant pour toi. On te verrait bien là-dedans et tout machin. Et je me souviens, mon ex de l'époque, on en discutait, tu vois, et elle me disait, mais genre, je comprends pas pourquoi. Tu vas pas chez Ubi. Ouais, elle me dit, je comprends pas pourquoi tu refuses, quoi, en fait. Attends, d'ailleurs, j'avais mon diplôme ou parce que j'avais mon mémoire à finir, je l'avais fini, je sais plus, bref. Pas très important, j'avais fini les cours en tout cas. Ouais. Mais ouais, elle me dit, ouais, je comprends pas. Enfin, il y a rien à côté, tu vois, genre. Qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois. Et moi j'y croyais en fait, moi j'étais là genre il faut que j'aille au bout de ce truc, tu vois. Et donc il y a un moment où j'avais financièrement ça commençait à être compliqué, etc. Donc je commence à travailler vendeur chez Zara à mi-temps pour pouvoir continuer de, tu vois, alors que mes potes, je te dis, tu vois, j'ai fait une école de commerce et tout, oui, donc finance, market, machin, tout le monde avait des pure jobs ou pas, mais je veux dire c'était assez rare de se retrouver vendeur à mi-temps chez Zara, tu vois. Mais j'avais l'impression que, enfin, je pouvais pas prendre un taf à plein temps, c'était pas possible, tu vois. Parce que sinon, ça veut dire que je faisais une croix sur ce truc-là, et vu que j'avais des green lights et que j'avais certains petits trucs qui me laissaient croire que c'était possible, je voulais aller jusqu'au bout, tu vois. Et donc je continue à taffer le truc, et voilà, j'ai de plus en plus d'audience, ça plaît de plus en plus, il y a de plus en plus d'opportunités, de contrats, machin, c'est hyper progressif si tu veux. Tu commences un peu à gagner des sous avec ta chaîne. Ouais, je commence un peu à gagner des sous, pas de ouf, mais voilà, je commence à me dire que potentiellement un jour je pourrais peut-être en vivre, tu vois. Et je le fais de plus en plus jusqu'au moment où je me dis bon bah en fait je vais produire plus, et pour ça je vais prendre des gens. Et donc là je me dis bah ok, j'ai réussi à choper tant de thunes, et ben ces thunes là je vais tout réinvestir dans la boîte, tu vois. Et donc c'est là où j'ai pris Tom, j'ai pris une autrice en stage avec nous, et j'ai pris un monteur, et là j'ai fait une vidéo par semaine, voilà. Ensuite, suite à ça donc c'était la fin du stage, Tom il avait une autre opportunité, le monteur aussi, et en fait moi ça m'arrangeait parce que je me disais, tu vois, genre c'était cool de travailler avec toute une équipe, mais le rythme effréné de une par semaine et tout était trop fort, et j'avais l'impression qu'en fait, vu que les formats étaient différents, les gens ils avaient pas, enfin les vidéos elles avaient pas le temps de vivre, tu vois. Donc je reprends un rythme non régulier en étant seul, et c'est aussi le moment où avec Hugo Hugo Décrypte, dont j'ai fait une histoire de succès. C'est vrai ? Ouais. J'en mets. Et ben je sais pas si t'en as parlé, mais à ce moment-là on a fait Craft. Donc c'était cool, c'était notre expérience, etc. Voilà. C'est intéressant parce que Craft, c'est une boîte de prod, c'est la boîte de prod de Chavannes d'ailleurs, ouais. Coyote, ouais. qui vient vous chercher. Ouais, en fait c'est ça. Je sais pas s'ils viennent nous chercher ou si on va les chercher, ou en fait on avait déjà des potes chez eux, chez Coyote, donc en fait ça s'est fait un peu en synergie. Les boîtes de prod de la télé voulaient à tout prix investir YouTube d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais.
Ouais, en fait, ils croyaient dans notre projet, ils se disaient, vas-y, on va vous soutenir, etc. Donc, on l'a fait, c'était cool et tout. C'est sur la partie. Donc, et on a rempli nos objectifs qui étaient genre, on voulait 50 000 abonnés, on les a eus. Je crois que maintenant, ça a baissé parce que tu sais, les gens, les abonnés fantômes, enfin bref. Et on voulait, je sais plus combien de milliers de vues par vidéo, mais on a réussi aussi. Et donc, ça marchait. Et là, il fallait passer à l'étape où on va chercher des thunes parce que ça coûtait assez cher. Tout était en motion design et tout. Et pour lever des fonds, j'avoue, on est ni Hugo ni moi, on est spécialiste de ça, tu vois. Encore moins à cette époque-là, tu vois. Donc voilà, on a un peu arrêté le truc et du coup, par la force des choses, on s'est chacun consacré à ses projets, tu vois. Hugo s'est recentré sur sa chaîne, moi sur la mienne. Parce que du coup, quand je faisais craft, j'arrivais pas à faire la mienne en même temps. Enfin, Bien sûr. voilà. Mais voilà, tout ça pour te dire qu'il y avait il y a une professionnalisation, tu vois, il y a eu des bureaux à un moment, il y a eu pas vraiment des employés parce que c'était pas ce statut, mais il y a eu s'entourer de freelance, d'auteurs, voilà, tout ça. Tout ça toujours dans l'instabilité parce que tu vois, il n'y a pas de rentrée, de grosses rentrées d'argent régulières, etc. Donc c'est toujours un peu un risque. Et donc moi, c'est aussi ça, c'est que ça m'a rassuré en fait de me retrouver seul parce qu'à chaque fois, j'étais en mode, donc là, je peux tenir tant de temps. Ok, donc là, je peux tenir tant de temps. Ok, il y a ce truc qui rentre, ce projet qui rentre. Ok, bah ça veut dire que ce projet fait que je peux tenir 3 semaines. Donc ça vaut 3 semaines. Ça vaut 2 semaines. Ça, c'est 1 mois. Enfin, tu vois, genre, j'en pouvais plus, tu vois. Genre, c'était vraiment hyper stressant, etc. C'est la vie de chef d'entreprise, mais pour le coup, c'est un truc qui t'intéressait moins, quoi. Bah, ça m'intéresse quand la vie de micro-entreprise à ce stade-là, elle est vraiment stressante, tu vois. Et surtout, ouais, non, si, j'avoue, ça m'intéressait moins, effectivement. Okay. Tu vois. Non, mais en fait, ça fait. Je crois que cet aspect. Ok, c'est cool, ça fait 3 semaines, mais d'un autre côté, ça fait aussi grandir le projet. Ça peut faire un truc de t'allumer un feu, quoi, tu vois. Si ça te fait juste que du stress, ça vaut pas la peine. Moi, ça me faisait peur je me dis, en fait, moi, ça me fait peur quand les gens ils dépendent trop de moi, tu vois. Et là, j'étais en mode, putain, si ça s'arrête, si je prends une mauvaise décision, si je sais pas quoi, bah, je vais dire à ces gens-là, bah, désolé, faut trouver autre chose, tu vois. Et tu vois, c'est des gens avec qui voilà, je m'étais attaché et tout. Donc c'est pour ça que j'étais super content quand chacun avait trouvé autre chose. J'étais là en mode ok, cool. Tu vois, cool, tant mieux et tout. Mais donc ouais, il y a une professionnalisation du métier à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en vivre vraiment. Et à me prendre un appart à Paris. Enfin, tu vois, genre tout ça, c'est arrivé à ce moment-là. Et c'était il y a 3 ans, tu vois. C'était le moment où j'ai créé ma boîte. C'était il y a 3 ans à peu près. Donc c'est un long chemin. Ouais, de ouf. Parce que tu vois, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 7 ans et demi et j'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Donc pendant 4 ans et demi, c'était galère. Il y avait rien, tu vois. 4 ans et demi, il y avait, on travaillait chez Zara de temps en temps. Et merci maman de m'héberger et de me faire manger, quoi. Tu vois. D'ailleurs, merci maman si t'écoutes ce podcast. Mais donc voilà. Et en fait, moi, il y a un autre truc dont je voulais te parler, c'est que j'ai l'impression que depuis 3 ans, tu as créé l'anti-sèche aussi, c'est ça? Ça a été un gros boost. Ouais, j'ai pensé tout à l'heure à l'anti-sèche, je me suis dit où est-ce que je le cale ça parce que effectivement, donc l'anti-sèche c'était avant Craft. Ah ok. Je crois. Hein. Bah, je sais pas, si tu le dis, je te crois, hein, mais c'est pour réexpliquer un petit peu, si je me trompe pas, c'est l'éducation nationale, c'est ça qui vient? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ton projet à toi, tu te dis? Alors, c'est mon projet à moi et à une boîte qui s'appelle Les Mecs Sérieux. Donc, c'est une boîte de prod et tout. Ils font d'autres trucs genre l'Hollywood, etc. Okay. Enfin voilà, ils sont très très cool. Et je discute avec eux et en fait, moi, je m'étais déjà fait la réflexion je me suis déjà dit, putain, c'est fou ce que je fais pour la philo. Ça serait fou si ça existait pour toutes les matières. Donc, je m'étais déjà fait cette réflexion. Et eux, ils s'étaient déjà fait la réflexion une chaîne de soutien, quoi, scolaire et tout. Donc on avait un match en fait, tu vois, on discutait, on s'est dit putain mais bah moi j'ai pas votre puissance pour faire tout ça. Et vous, je pense que je peux vous apporter, que ce soit pour l'incarnation, mais aussi parce que c'est un truc que je fais déjà sur d'autres matières, donc ma manière de bosser et tout, je peux vous apprendre des choses. Et donc ensemble, on a décidé de faire l'anti-sèche. Donc, okay.
aventure de ouf aussi, hein, ça continue, hein, l'anti-sèche, c'est, voilà, tu vois, genre, là on en sort beaucoup moins des vidéos parce que contexte et parce que, en vrai, il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà sorties, donc les cours, il y a beaucoup de cours qui sont déjà là. Ouais, on a 520 000 abonnés ou un truc comme ça, enfin bref. La chaîne, elle a grossi plus vite que la mienne, tu vois, que ma chaîne perso. Et ça te faisait pas yesh, ça, un peu, quand même? Tu sais, tu disais tout à l'heure aussi, l'une de tes plus grosses vidéos, c'est chez PV, Nova. Ouais. Parce que c'est un rap sur la philo. Ouais. Je mettrai tous les liens, hein, si vous voulez, tu vois, pour les gens. Est-ce que ça me fait chier? Ouais. À un moment, ça m'a fait chier. Alors, c'est deux problèmes différents. Le truc de j'ai pas de vidéo qui performe de ouf. À un moment, ça m'a fait chier et maintenant, je trouve ça marrant. C'est-à-dire que je trouve ça presque cool. Genre, bah tu vois, j'ai autant d'abos, mais j'ai jamais une vidéo qui a percé. Je trouve ça marrant, tu vois. Et pour l'autre, ça m'a pas fait chier jusqu'au moment où on aurait pu penser que c'est pas l'anti-sèche qui profite de moi, c'est moi qui profite de l'anti-sèche. Parce que ça, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est... c'est l'inverse. Ouais, je pense, tu vois. Même s'il y avait plus d'abos, etc. Parce que je pense pas que les abos de l'anti-sèche aillent voir ma chaîne perso, tu vois, qui est très différente et qui s'adresse à un autre public, etc. Donc moi, c'était plus ça. Tu vois, je voulais pas qu'on... Voilà, c'était plus ces questions-là, mais en vrai, ça me dérange pas du tout. Et au contraire, moi, je souhaite c'est mon bébé aussi, tu vois, donc je souhaite tout le succès à l'anti-sèche. Si l'anti-sèche, demain, ils ont 1 million d'abonnés, bah, je suis trop content, tu vois, parce que ça veut dire qu'on aide 1 million de personnes, tu vois. Donc vraiment, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est plus sur le côté de qui bénéficie à qui, etc., où je voulais que ce soit un peu clair, quoi. Et donc, j'imagine que tu as aidé tellement et tellement de bacheliers, quoi. De bachelières, bah ouais, à performer en philo, quoi, ce qui est ouf. Ouais, c'était fou. Alors la dernière fois, c'était vraiment 2019 parce que en 2020, vu que le bac c'était un peu chelou et tout. Mais ouais, il y a des gens, ils font des mèmes en mode, il remplace ma tête sur les trucs de Spider-Man où il se fait porter par les gens et tout. Ou alors on voit tous les héros ne portent pas de cap et on met ma photo, etc. Enfin, tu vois, genre. Il y a beaucoup de trucs qui évidemment me touchent beaucoup, même dans la rue, et les gens viennent me voir, on me dit juste merci, et je sais exactement pourquoi c'est, tu vois. Donc ouais, c'est une énorme satisfaction personnelle, ça me touche énormément, et ouais, ça me voilà. Est-ce que tu dirais que c'est une partie de ton succès? Non mais c'est vrai, c'est parce que c'est pas juste avoir des vues en fait, tu vois, je trouve que t'apportes un vrai truc dans la vraie vie des gens à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est marrant que j'arrive pas à mettre le mot succès dessus, pourquoi? Parce qu'il y a une forme de moi qui est en mode c'est pas genre c'est normal, mais c'est en mode ça me fait plaisir. Putain, sur Mademoiselle, il y a une meuf qui a écrit un jour comment avoir 20 sur 20 en philo, en disserte de philo. Ouais. Et en fait, elle a écrit sa méthode, comment elle avait fait elle pour avoir 20 sur 20, en expliquant, en fait, le jour où j'ai compris ça m'a fait un déclic, et en fait, elle l'a écrit. Bon, elle écrit, et le nombre, donc tous les ans, elle le ressort, le nombre de gens, de meufs, de mecs qui nous ont écrit en nous disant, en fait, merci, parce que grâce à vous, j'ai compris, j'ai eu le déclic, quoi. Moi, ça m'a... Enfin, pour moi, c'est, wow, ok, achievement, quoi, tu vois, c'est drôle. Bah, il y a achievement, mais c'est plus... Ah putain, c'est dur à dire, mec. Mm-hmm. Mais vu que ça me fait plaisir, et que ça me fait plaisir de donner ça, etc., j'ai du mal à l'avoir comme un succès, dans le sens où un succès, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de plus égoïste. Ok. Alors que là, c'est vraiment... c'est intéressant. Je vous fais plaisir, quoi, presque. Et je me fais plaisir aussi, mais genre, voilà, si ça vous a aidé, tant mieux, et c'était le but, et on voulait vous aider, et c'est cool, tu vois. Ok. Mais le succès, c'est pour ça que dans ma tête, c'est plus des trucs d'achievement vraiment très perso, ça se matérialise dans une maison, une famille, machin, etc. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un filigrane un peu égoïste, et je dis pas ça négativement du tout, hein. Et c'est pour ça que j'ai du mal, je pense, à mettre le mot succès. Tu vois, j'aurais plus de facilité à dire le mot succès sur un trophée YouTube, par exemple. Ok. Tu vois,
Même si ça n'a pas de sens. Effectivement, c'est un succès et t'as raison, c'est un achievement de ouf, tu vois, d'avoir des gens qui te remercient dans la rue de les avoir aidés à avoir le bac. Mais le mot succès, c'est pas celui que j'emploierais, tu vois. Ok. C'est tellement drôle, comme quoi c'est juste une question de perception, quoi. Ah ouais, de ouf, ouais. Le truc dont je voulais te parler, effectivement, c'est ton virage édito depuis, je pense, 1 an. Et à vrai dire, c'est vraiment à partir du moment... Alors, il y a 2 trucs qui m'ont fait commencer à te suivre beaucoup plus régulièrement. Le premier truc, c'est ton Insta. Ouais. On en reparlera un peu après, parce que je trouve que c'est très marrant ce que tu fais sur ton Instagram. Alors, c'est pareil, si vous suivez pas Cyrus, allez suivre Cyrus, c'est marrant. Si vous êtes gentil seulement. Oui. Et le deuxième, c'est que j'ai l'impression que, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, tu l'as esquissé, mais tu as commencé à parler un peu moins de concept et un peu plus de toi, ou en tout cas de concept à travers toi. Ouais. Et d'ailleurs, dans tes titres de vidéos, désormais, tu as quasiment systématiquement jeu, ouais. Alors qu'avant, pas du tout. Ouais. Tu vois. Et on en parlait très rapidement, genre sur Instagram avant de se voir, et tu me disais que tu le percevais pas. Que tu n'avais pas cette sensation-là. Ça m'a étonné. Je me suis dit, ah bon ? Non, mais parce que... Alors attends, il faut ressortir la conversation Instagram, mais... parce que je me demandais de quel virage tu parles. Okay. Exactement. Tu vois ? Est-ce que c'est un virage, genre depuis la rupture, par exemple ? Est-ce que c'est un virage... Genre là, quand tu as dit depuis 1 an, je vois très bien ce que c'est. De quel virage tu parles ? Mais depuis la rupture, ça s'est encore accentué. Et bah moi, c'est ça où j'ai pas forcément l'impression, mais je crois que ça s'est accentué parce que j'en fais plus. Juste. Je crois que... Donc, pour expliquer aux gens, mais je mettrai encore une fois les liens dans les notes, tu as fait une vidéo qui est sans doute ta vidéo la plus personnelle, ouais. après ta rupture là, qui date d'il y a quelques mois, où tu parles de ta rupture, et tu parles de ta rupture avec ton... Enfin, en fait, tu pourrais parler de n'importe quoi, je trouve, parce qu'en fait, tu y amènes toujours un point de vue un peu différent, et ton point de vue, notamment, qui vient de la philo, quoi, tu vois. D'ailleurs, ta vidéo s'appelle genre Ça aussi c'est moi, un truc comme ça. Ouais, Ça aussi c'est moi, ou un truc comme ça, ouais, je crois. Parce que je le dis dans la vidéo, je dis, voilà, je vous montre toujours quand ça va bien, je vous montre en mode, regardez, je médite tous les jours pendant 1 an, je suis un malade, ouais, je m'organise trop bien, je travaille de chez moi sans problème de difficulté, enfin, sans problème de difficulté, pas du tout, gros pléonasme. Mais je voulais montrer aussi que, voilà, regardez, il y a des moments où juste je suis au fond du seau, et je m'alimente en Deliveroo en train de ramper d'une pièce à l'autre, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette vidéo ? Mais je crois que j'avais pas le choix. C'est marrant, j'y ai pensé, mais j'avais pas le choix dans le sens où genre c'est tellement fort, tellement dur, tellement lourd à porter que je me voyais pas refaire une vidéo genre ok, donc aujourd'hui on va voir 7 tips de productivité sur Elon Musk, tu vois. Genre trop bizarre, quoi, tu vois, genre c'était trop bizarre par rapport à ma communauté en fait de cacher un truc aussi énorme, tu vois ce que je veux dire. Je pense que demain il m'arrive un truc hyper dur, tu vois, que ce soit une maladie ou un truc, enfin c'est pas possible de pas en parler en fait maintenant, avec cette, enfin, parce que ma chaîne YouTube et ma communauté c'est devenu un de mes premiers liens avec l'extérieur en fait, tu vois. Donc c'est trop bizarre, ça serait... Bah, tu pourrais mettre de côté le truc et te dire, ok, ouais, pendant 1 heure j'ai un tournage, je vais faire en sorte... Ouais, mais j'ai envie de leur parler de ça, tu vois. Okay. Parce que je me dis que c'est intéressant. Tu vois, j'ai des choses à dire dessus et ça me touche et j'ai envie qu'ils comprennent mon mood, tu vois, genre... je pense que ça... Voilà, je me dis, je pense que ça peut leur apporter quelque chose aussi, tu vois. Là, pour le coup, c'était plus moi qui en avais besoin. Tu vois, c'était plus... Ça va m'apporter quelque chose à moi. Est-ce que ça t'a libéré ? Alors je l'ai sorti quand ça allait déjà un peu mieux, parce que je me voyais pas la sortir quand ça allait pas, mais ouais, ça m'a... Non, ce qui m'a libéré, c'est un soir j'ai fait une story où j'expliquais que je venais de rompre et que voilà, c'était dur et que machin, et... parce que ça faisait plusieurs fois qu'on la voyait pas dans mes stories, mon ex, alors qu'on la voyait de temps en temps et tout. Et l'environnement avait changé, elle était plus là et tout, et je me disais tout le temps, putain, ils doivent se dire c'est chelou et tout machin. Et donc ma vraie libération, par rapport à ma communauté, c'était plus là, je crois.
Et là, cette vidéo, c'était... Ouais, si, ça m'a fait du bien. Libéré, je sais pas, mais ça m'a fait énormément de bien. Et surtout, c'est con, mais il y a eu plein de retours de gens qui vivaient exactement la même chose au même moment. Il y a même des gens qui me disaient, ouais, je viens de regarder ta vidéo, je romps avec ma femme ou mon mec aujourd'hui, tu vois. Et t'es là, genre, waouh, tu vois, genre. Et j'en ai reçu, mec, mais plein, tu vois. La période est bizarre, je pense, Ouais. pour tous les couples. Ouais. Et t'es là, genre... et les gens me disaient, ça m'a fait du bien, quoi. Tu vois, ça m'a fait du bien de voir quelqu'un, tu vois, ça m'a permis de soit chialer, ça m'a permis de, tu vois, de vider un truc. Et donc tu dis, bah tant mieux, quoi, tant mieux si ça aide. J'ai l'impression que tu t'excuses moins maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu unapologétique dans tes vidéos, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Où t'as fait une vidéo, quelques vidéos plus tard, sur le fait que t'avais plus envie de débattre. Je crois que c'est une vidéo que t'aurais pas fait il y a 2 ans, quoi. Ouais, je m'assume plus. Tu vois, je suis plus à l'aise avec ce que je pense. Mais je crois que tout ça, c'est lié aussi à où j'en suis dans l'histoire de ma chaîne en termes même économiques, tu vois. C'est-à-dire que je pense, et j'ai jamais pensé à ce que je vais te dire, là. Je suis en train d'y penser pendant que je te J'adore parle. ça. Je me demande si au moment où tu vois, genre tu dis putain, il faut que ma chaîne elle marche assez pour que je puisse en vivre et que ça se passe bien, ou que je puisse payer des gens et tout, je peux pas prendre de risques, tu vois. Là, je suis dans une position où je peux un peu plus prendre de risques quand même, je peux un peu plus m'affirmer, je peux dire un peu plus ce que je pense. Je pense qu'il y a l'âge aussi, tu vois, genre je suis plus à l'aise avec ce que voilà, j'ai plus confiance en moi, et en fait, c'est réciproque, c'est-à-dire que c'est les gens qui m'envoient cette confiance. Tu vois, quand j'ai fait ma première vidéo du tournant qui était genre je fais ce truc tous les jours depuis, voilà, je me suis dit putain, en fait, j'ai réalisé que tout le temps que j'avais passé à m'améliorer ou à travailler sur des trucs de moi, ou à m'intéresser à la psychologie humaine, m'intéresser aux émotions, aux pulsions, aux désirs, tout ça, enfin tu vois, genre plein de choses philosophiques ou psychologiques et tout. Je me dis tout ce temps que j'ai passé à ça, en fait, je peux l'utiliser et apporter des choses aux gens. Et quand j'ai vu les retours de cette première vidéo, je me suis dit, ok, en fait, je peux avoir ce rôle de un peu de grand frère, tu vois. Et donc je l'ai pris, en fait, ce rôle. Tu vois, ce rôle, j'aime bien, tu vois. Essayer de, voilà, à chaque fois de... Tu vois, donc pareil, quand je perdais mes cheveux, enfin, tu vois, sur la perte de cheveux, sur la solitude, etc. Et à chaque fois, tu vois, même sur le marre du Covid, il y a pas longtemps, Ouais. tu vois, à chaque fois, j'essaie de donner un truc positif ou un truc de réflexion, mais il y a aussi ce truc de vas-y, j'ai réfléchi à ça un peu pour nous. Tu vois, j'y ai réfléchi et je voulais vous en parler. Tu vois. Et donc, vu que les gens sont au rendez-vous, et que les gens disent putain, ça fait trop plaisir de t'entendre là-dessus, c'est cool d'avoir ton avis, j'adore avoir ton avis, etc., etc. Je me dis ok, bon bah continue, et là tu vois, je suis allé, là la toute dernière vidéo, j'ai dit un truc, et mec, même il y a quelques mois j'aurais pas osé, tu vois, j'ai dit qu'on est responsable de ses émotions. Oui, j'ai entendu ça. Je me suis dit, waouh, c'est un discours qui est tellement peu ancré dans l'époque. Ouais. Mais tu vois, genre, on en a parlé en off, de la communication non violente, etc. Enfin bref, c'est des sujets qui m'intéressent. Et même la gestion des émotions, etc. Ça m'a toujours intéressé. Le stoïcisme est vachement là-dedans aussi, voilà. Et il y a ce truc de, on est responsable de ses émotions, tu vois. Genre, il y a mon jugement, etc. Tout ça rentre en compte et tout ça fait l'émotion. Et ça, mec, en fait, vu que ça s'inscrit à contresens de pas mal de mouvements aujourd'hui, j'aurais pas osé, je pense, le dire. Et tu vois, genre, je l'ai sorti hier, la vidéo, et donc, tu vois, j'ai déjà commencé à recevoir des tweets ou à voir des indirects ou des trucs comme ça. Et donc, bah, pas la première fois, mais ça m'arrive extrêmement rarement, j'ai mute sur Twitter, tu vois. Parce que je suis là en mode, je suis un peu rentré dans ce truc de, ok, je respecte ton opinion, ça va m'envoyer des vibes que j'ai pas envie d'avoir, j'ai pas envie d'en discuter, parce que bah, quand j'en discute avec mes potes, et ça me prend déjà pas mal de temps, et puis je suis déjà concentré sur ma prochaine vidéo,
j'avance. T'aimes pas ce que je fais, y a pas de problème. Bisous. Et sans aucune animosité, mais bien sûr. Mais je mute parce que je vais avoir d'autres notifs de gens qui sont pas d'accord avec moi non plus et qui sont d'accord avec toi et ça va faire un trade, etc. Et j'ai pas envie. Unapologetic, donc. On s'excuse plus. Bah, alors, on s'excuse quand on fait des erreurs. Non, bien sûr. Mais juste de pas t'excuser de penser un truc. Non, voilà, c'est ça. Sauf si ce que je pense a un impact dramatique sur quelque chose. Mais c'est pas le cas pour l'instant, je crois. Non, cette réflexion-là n'a d'impact sur personne, je pense. Merci pour ça. Et en plus, tu réponds aussi à la question de ce fameux virage suite à la vidéo de la méditation. L'autre truc dont je voulais te parler, et moi qui m'a fait beaucoup rire, c'est que, donc effectivement, je t'ai suivi sur Insta. Et hier, je pense que tu étais en train de travailler sur ta vidéo qui est sortie donc, le soir même. Je crois que tu crées beaucoup avec la communauté. Et moi, c'est un truc qui me parle pas mal, tu vois, parce que c'est un truc que j'ai beaucoup fait avec Mademoiselle. Et voire même, tu fais des lives où tu lis tes textes en cours d'écriture. Enfin, c'est un truc qui est quand même particulier, quoi. Tu vois, tu donnes ton work in progress à certes, il y a 1800, 1000 personnes sur ton live sur Twitch, mais tu le fais quand même. Et t'as dit en gros, tu t'expliques un petit peu une histoire avec un néon qui brille derrière, etc. Et tu dis, ok, bah moi je veux vraiment séparer YouTube et Insta. Là, ce que je vous dis là, c'est pour vous. Et en gros, si vous le mettez dans les commentaires, ça va me saouler. Donc, le premier qui le fera, en fait, je vais le ban de ma chaîne YouTube, en tout cas des commentaires YouTube. Et donc, ça n'a pas manqué. Dans la soirée, quelqu'un l'a fait. Et je l'ai fait, j'ai record, etc. Et en disant, avec l'emoji, tu sais, qui a les larmes aux yeux, en mode, et j'ai mis I have no choice. Mais parce que vraiment, ça me fait vraiment de la peine. J'ai pas envie de le faire. Mais je préfère ça que j'ai pas envie que les commentaires de la vidéo soient exclusivement sur le néon qui clignote. Ça me saoule. J'ai envie que les commentaires soient sur la vidéo. Et effectivement, je sépare vachement. Pour moi, et c'est marrant parce que quand j'en parle avec d'autres créateurs, des fois j'ai l'impression que je suis utopique, tu vois, mais moi j'ai vraiment confiance dans les gens et j'ai confiance dans le fait que même s'ils sont 18 000 à Mathémastory, je peux leur dire ça c'est entre nous, ça je vous dis un truc, c'est entre nous, parce que je considère qu'on a cette relation particulière entre nous que j'ai pas avec tes 500 000 abonnés les 500 000 abonnés sur YouTube. Donc je vous le dis parce que ça me fait plaisir. Et ça reste entre nous et ça se retrouve pas sur YouTube parce que c'est notre secret, tu vois. Et en vrai, tu vois, genre à part donc voilà, il y en a quelques-uns qui font des petits trucs, etc., machin, mais tant que les règles sont claires, tu vois, et je l'ai dit clairement, j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit si par contre il y a un problème, il y aura du ban. Ça ne dérange pas, tu vois, parce que c'est honnête. En fait, c'est ça. C'est à partir du moment où c'est honnête, c'est transparent. Ça me dérange pas, tu vois. L'autre truc aussi, c'est que tu as beaucoup parlé de ton installation. C'est là que j'ai commencé. Tu sais, avant, l'algorithme d'Insta, il te met pas forcément tout le temps, etc. Et puis, comme je regardais tes vidéos tous les jours et que ça me faisait marrer, parce que j'étais moi-même aussi en train de m'installer à ce moment-là, donc il y avait un peu un miroir, je trouve. Ça m'a beaucoup fait rire de suivre un petit peu. Ce qui est marrant aussi, c'est que tu étais en train d'installer ton appart, qui est aussi ton studio. Ouais, c'est fou. Hein. Ça, en fait, c'est un personnage. C'est-à-dire que ce lieu est un personnage dans que ce soit mes stories ou que ce soit dans mes vidéos ou quoi. Enfin, mes vidéos moins du coup, mais je pensais il y a pas longtemps à faire une sorte de room tour. Une fois que tout est fini, faire un tour, tu vois, pour finaliser ce truc. Mais dans mes stories, c'est une sorte de personnage avec de temps en temps un nouveau truc qui vient s'ajouter. Ça, j'ai envie de le modifier, etc. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais je pense que ce lieu, qui est mon appart et qui est mon studio, effectivement, en tout cas le salon, est emblématique un peu de ce virage ou de cette nouvelle tranche de vie, en fait, que je suis en train de vivre, tu vois. Et tu remarqueras, d'ailleurs, je montre jamais ma chambre. Parce que tu vois, je trouve ça cool que quand j'invite quelqu'un qui n'ait pas tout vu, tu vois, parce que des fois, je monte mon appart, je monte le salon et tout, et j'ai potes qui me font ouais, bah oui,
Je le connais. Et genre, c'est horrible en fait. Tu vois, genre, c'est cool, mais c'est horrible. Parce que tu te dis, bon, bah, ok. Bah oui, c'est vrai, tu le connais. Tu vois. Donc, j'essaie de, tu vois, pareil, les toilettes, j'ai jamais montré les toilettes. Tu vois, la salle de bain, je me filme dedans, mais T'as jamais fait voilà, jamais fait l'environnement. voilà, exactement. Donc, ouais, ça. Mais je suis en train je suis en train de faire un néon. J'essaie de faire un néon là que je vais mettre dans l'appart et je lui ai donné un nom. C'est The Cave. Donc on parle, tu vois, de la caverne de Platon et tout, c'est un peu une référence à ça, mais c'est le fait que, tu vois, genre, je sors très peu de chez moi. Vraiment, j'ai des fois où, genre, pendant 3 jours de suite, je vais pas sortir de chez moi. Je travaille beaucoup. En fait, vu que je fais pas de feat, je fais, tu vois, y a ce truc du mec dans sa caverne, quoi. Tu vois, et qui pense sur des sujets, qui lit des trucs, qui pense sur des sujets et qui, du coup, les balance sur YouTube. Et après, il se remet dans sa caverne. Il écrit des trucs et tout. Et du coup, ça me fait marrer. Et en plus, vu qu'il y a Socrate dans le lot, etc., tu vois. Le fameux Socrate, Socrate. Si vous connaissez pas, vous irez voir sur les stories, parce que je crois que tu t'en as parlé que là pour l'instant. Ouais. T'as pas fait de vidéo sur ton Non. lézard, mais t'as Non, un lézard. Mais Okay. il y a des vidéos sur d'autres chaînes par contre. Genre sur la chaîne de Toupette. Qui t'a aidé donc sur l'install du lézard, etc. Et Hugo, dans une des actus du jour, il a parlé des différentes actus, genre une actu qui touchait les animaux de compagnie. Il disait un chien, un chat ou même lézard. Et d'ailleurs, on salue notre ami Cyrus North et il a mis une photo de Socrate. Donc il s'est retrouvé sur d'autres chaînes avant la mienne. Voilà. Donc t'as un bébé lézard qui va devenir énorme. Bah, il est subadulte. Subadulte. Donc dans 6 mois, c'est un adulte. Est-ce qu'il y a des sujets dont t'aurais aimé parler que sur lesquels je t'ai pas interrogé? Putain, j'ai l'impression qu'on pourrait... Je crois qu'en termes de parcours de vie, il y a un truc aussi. On parlait de ce virage, il vient aussi de la confiance. Et tu sais, je te disais qu'il venait de l'âge. Mais en fait, je crois que l'aventure avec mon ex, le fait d'emménager avec quelqu'un, de se projeter avec quelqu'un, parce que c'était la première fois où vraiment, voilà, je vivais avec quelqu'un, je me projetais avec quelqu'un autant, etc. Tout ça, ça te fait, j'allais dire rendre adulte, enfin ça te transforme en adulte un peu, mais enfin ça t'adultise, tu vois. Mais tout ça, ça contribue à te rendre plus serein. Tu vois, et je pense que ça a été aussi, je pense que sans elle, donc pareil, là j'y pense en t'en parlant, j'aurais pas eu ce virage, je pense, tu vois. Et en fait, je pense que c'est aussi, pendant longtemps, je pensais avoir besoin de support, toujours de support, tu vois, genre, je parlais de la caverne de Platon, je parle de ce que Platon pense, et de son idée, tu vois, je parlais de Seriously, on va parler d'un sujet froid, je décortique un sujet froid, je m'appuie dessus pour faire des vannes, pour faire de machin, mais je m'appuie sur un truc, c'est pas ce que je pense, tu vois. Je disais extrêmement rarement ce que je pensais, tu vois. Et quand je disais ce que je pensais, mais j'avais une boule au ventre de stress, tu vois, de putain. Parce que quand on attaque Nietzsche ou Platon ou quoi, machin, enfin c'est facile, tu vois, je dis ouais, ok, bah oui. C'est ce que cette personne pensait, d'accord, t'es pas d'accord, ok. Quand c'est what, c'est différent. Et là, c'est vraiment ce truc d'arriver à une sérénité où genre j'ai plus besoin de support, je crois. Très inspirant. Voilà. Vraiment. Ah, merci. Bon, je vous mettrai tous les liens. On a parlé de plein de choses. Cyrus, il a fait plein de trucs. Moi, je vous donne rendez-vous sur son Instagram. Vous verrez. La commu. L'équipe. Et puis tu es sur Twitch aussi maintenant. Ouais. T'as créé un vrai rendez-vous. Ouais, tous les mardis à 22h, ouais. On regarde des documentaires, des reportages. On se marre. Ouais, c'est cool. Et tu vois, c'est aussi ça. C'est que ça m'a... Pendant longtemps, je m'interdisais de faire des trucs où c'est que drôle, par exemple. Tu vois, genre je me forçais à ce qu'il y ait une plus-value intellectuelle dans ce qu'on fait, dans ce que je partage, dans ce que... Voilà. Et ça, de plus en plus, je commence à arrêter. Parce que t'es drôle. Merci. Non, mais en fait, je te dis ça parce que je le percevais pas à ce point. Ouais. En ayant vu que tes vidéos YouTube. Et en fait, je l'ai découvert avec tes stories parce que tu fais partie aujourd'hui des rares gens qui me font rire
franchement, tu vois, parce qu'ils sont en train de filmer leur quotidien, que c'est marrant, quoi. Donc, C'est gentil. je me rendais pas compte. Non, mais sérieux. Ouais, mais je le montrais pas trop non plus, tu vois. Et je crois que j'avais peur aussi de perdre cette image de sachant et de, entre guillemets, érudit ou de sage parce que je fais des vannes, tu vois. Je crois qu'il y a eu longtemps ce truc-là. J'ai toujours cette peur, tu vois. Je me dis, putain, notamment je pense à Twitch, tu vois. C'est pour ça que j'y pense quand tu m'as parlé de Twitch. Twitch, je fais un peu le zozo. Je me dis, est-ce que... et j'ai l'impression que pour l'instant ça passe, tu vois, que les gens se disent pas, il fait le zozo, donc il est débile, tu vois. Et donc... mais... et alors, ça paraît évident, tu vois, que c'est pas le cas. Mais quand tu le fais, tu te dis, putain, quelle image je renvoie, et est-ce que c'est crédible que je fasse un Twitch en train de jouer, j'en sais rien, à Fall Guys, et dire de la merde, et que le lendemain, je sorte une vidéo sur le surhomme de Nietzsche. Tu vois ce que je veux dire ? On se dit, mais trop chelou ce mec, tu vois, genre trop bizarre, tu vois. Si demain, j'en sais rien, mais Enthoven par exemple, tu vois, qui est érudit en philosophie, etc., et qui a vraiment cette image en philo, tu vois, il a ou Adèle Van Rett, tu vois, des gens qui ont animé des émissions ou des podcasts de philo, tu vois. Demain, tu les vois jouer à Smash Bros. Moi, j'adorerais. Mais ouais, non, mais c'est vrai qu'en te disant, je me rends compte que ça me dérange zéro. Les voir dans une situation qui n'est pas celle qu'on attend d'eux publiquement, quoi. Ouais. Mais je crois que c'est un peu nouveau, ça, tu vois. Ouais, mais c'est parce que c'est ta génération, c'est notre génération, enfin c'est plutôt ta génération que la mienne, parce que Enthoven, je pense qu'il est plus proche de moi que toi, où il y a un truc de, en fait les étiquettes on s'en bat un peu les couilles, et je crois que c'est les médias traditionnels aussi qui t'obligeaient à te faire ça. Toi t'as la chance, et c'est un peu pareil pour Hugo, tu vois, d'avoir créé ton propre média et de pouvoir y faire à peu près ce que tu veux, sans aucune contrainte. Ça aussi, ça pourrait être un achievement, tu vois. En tout cas, les contraintes que tu décides de te coller, toi. Ou que l'audience décide de te coller, toi. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance que l'audience ait suivi ce virage. Si l'audience, au début, elle avait fait « wow, mec », il y en a eu quelques-uns, mais si tout le monde avait fait c'était mieux quand tu parlais de philo et on s'en fout de ton avis, bah mec, tu sais quoi, le tournant, il aurait pas duré longtemps, je pense. T'aurais perdu une partie de ta commu, mais t'aurais gagné aussi plein d'autres gens. Et tu vois, je pense à Mathieu Sommet, qui a fait ça, tu vois, dans Salut les geeks, à un moment donné, il s'est dit, ok, en fait, j'en ai marre, j'ai envie de parler de sujets plus sociétaux, féministes, etc. Il s'est mis à dos toute une partie de sa commu qui détestait les féministes, tu vois, anti-féministes, mais il a gagné d'autres gens. Et nous, sur Mademoiselle, c'est à ce moment-là où on a commencé à relayer ses vidéos, quoi. Avant, on relayait pas les vidéos de Mathieu. Ah ouais, je vois. Tu vois, en fait, c'est des vases communicants, je trouve. Ouais, mais il y a aussi ce truc de quand ça fait 7 ans et demi que tu taffes dessus. T'as pas envie de prendre ce risque. Bah ouais, tu te dis, putain, je sais ce que c'est les creux, tu vois, et les galères et tout. Bah je vais prendre le minimum de risques possible, tu vois. Et c'est toujours en fait ce truc de entre ta volonté, ton authenticité, ce que t'as dans les tripes et ce que t'as envie de partager, ça versus ok, jusqu'où les gens me suivent, tu vois. Et ben moi je crois que c'est parce que justement tu fous les tripes aujourd'hui sur la table que les gens te suivent encore plus qu'avant. Ouais, bah, j'avoue, ça me rassure grave, parce que là je me dis, putain là je suis assez proche de vraiment 100% moi-même. Et les gens sont encore là, tu vois. Donc c'est cool, tu vois. Merci Cyrus. Mec, merci à toi. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci, toi aussi. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de succès directement.
dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du succès.